Il y a un proverbe turc qui dit: lorsque le clown entre dans le palace, cela ne fait pas de lui un roi, c'est le palace qui devient un cirque. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle FAQ, un format que vous appréciez, merci pour vos retours. Un format que j'apprécie aussi également, parce que ça me permet de parler en profondeur de sujets des fois techniques, de sujets simples, des fois de revenir sur des fondamentaux, de répéter des fois même des questions et des réponses année après année. Vous voyez, le discours ne change que très peu. Alors aujourd'hui, j'ai idéalement, il y a moyen que ce soit une longue vidéo, mais c'est une vidéo, celle-là, j'étais tellement content de la faire que j'ai fait quasiment une nuit blanche. Je pensais, j'étais un peu excité à l'idée de la faire parce que les sujets sont intéressants. Pour une fois, on va parler pas mal de biomécanique. Vous allez voir les questions. Et j'ai reçu souvent la question suivante: pourquoi tu fais pas beaucoup de vidéos explicatives sur l'entraînement? Alors déjà, c'est faux, parce que les vidéos sur l'entraînement, je les ai faites en salle, CF, mes 3-4 dernières en salle, où vraiment je décortique les mouvements mal réalisés de mes élèves, qui sont vraiment représentatifs de ce que je vois en salle, que tout le monde voit en salle, tous les jours, sans exception, peu importe la salle, depuis des années. C'est de pire en pire. Je corrige tout, sans prétention, j'explique un peu biomécanique, un peu d'anatomie. Ça, les amis, c'est les fondamentaux. Après, pour ceux sur... il y en a pas mal sur Internet qui se proclament experts en biomécanique. Expert en biomécanique, c'est quelque chose, hein. Franchement, il faut avoir fait ingénierie biomécanique ou, tu sais, kiné-ostéo avec une spécialisation derrière, tu vois, bac plus 5, 6, pour être expert en biomécanique, tu vois. Même prépa physique, derrière, tu fais une spécialisation. Expert en biomécanique, c'est chaud. Tu peux t'y connaître, mais expert en biomécanique, c'est chaud. Premier point, même si moi j'ai une certif en biomécanique, j'ai des notions, j'ai travaillé avec des kinés, des ostéos, moi-même je suis passionné. Je ne suis pas un expert. Je m'y connais suffisamment pour ce travail, pour à des fins d'hypertrophie, de musculation, de performance, de réathlétisation, de se soigner et tout. Ok, expert, c'est autre chose. Pourquoi je trouve que ça sert à pas grand-chose de rentrer à fond dans les... Pas dans les détails, c'est bien de rentrer dans les détails, mais de chipoter sur tel ou tel mouvement quand tu vois qu'en fait il est bien fait. Par exemple, tu vois le mec qui soulève son développé couché, 120 kg, c'est bien fait. De là à ce qu'un gars sur Internet fasse une vidéo en disant: oh, honte à lui, il a mal placé son petit doigt de pied, et pas en parallèle avec son doigt de la main opposée. Mon frère, ça sert à quoi? La population que tu vas toucher avec ce genre de commentaires, de vidéos, de création où tu n'apportes rien, vraiment, je te le dis, tu n'apportes rien, c'est une population de haters, la vérité. C'est pas une population qui va faire évoluer les choses, et en croyant, c'est peut-être une erreur de ta part, de votre part, mais ça part peut-être d'un bon sentiment. En croyant bien faire, en croyant aider, frérot, tu vas aider ça. Je t'explique. On était au resto un soir avec Essan, en fait comme tous les soirs, hein, depuis longtemps. Et on parlait, il y avait je ne sais plus qui a fait une vidéo sur moi, qui avait aussi fait plusieurs vidéos sur Essan. Bien sûr, on ne calcule pas, hein. On ne donne pas du caviar au cochon, quand en fait les vidéos ont juste pour but de nuire. Quand c'est des vidéos avec des critiques constructives où on est dans le partage, il n'y a aucun problème, avec plaisir. Ça m'est déjà arrivé de DM des gens qui font des vidéos sur moi. Reprends ta forme, tu vois, s'il te plaît, parce que ta forme n'est pas bonne. Mais ils le font, ok, pas de problème. Anyway. Et en fait, Essan, il m'a dit une phrase, ça m'a marqué, que en fait, les gens qui viennent le voir dans la rue, viennent pas le voir pour le remercier de: merci, grâce à toi, je fais mieux mon développé couché, je fais mieux mon squat, j'ai amélioré maintenant. Ils viennent le voir en lui disant: merci, grâce à toi, je sors du lit. Je sors de chez moi. J'arrive à me réveiller le matin avec une meilleure motivation. Je suis sorti de la dépression. Vous voyez? Donc,
toucher X personnes pour chipoter sur un développé couché ou un exercice parce qu'il n'est pas fait de manière chirurgicale versus aider des gens à sortir de leur lit et sortir de la dépression. Là, tu vois, là, on parle de aider les gens. Donc, c'est pour ça que je fais pas trop de vidéos sur la biomécanique ou l'entraînement en soi dans les FAQ. C'est ce qu'on appelle de l'EAI, l'enculage d'animaux invertébrés, enculer les mouches. C'est cool. Là, celle-là, elle est top. Franchement, elle est top. Mais tout le temps, ça va pas servir à grand-chose. C'est les fondamentaux déjà. Là, c'est même pas les fondamentaux de savoir s'entraîner, c'est les fondamentaux de... Allez, je me lève de mon lit, je fais quelque chose de ma journée, même pas de ma semaine, de mon mois, de ma journée. Je ne vais pas trop sur TikTok, je ne perds pas trop mon temps sur Insta. Je me suis fixé un objectif aujourd'hui, j'ai accompli quelque chose. Vous voyez? C'est plus dans cette optique-là que je ne fais pas trop de vidéos sur ça, parce que on a besoin vraiment des fondamentaux de plus en plus de nos jours. Personne n'échappe à cette règle, vraiment. Et il faut le répéter, on est tous dans le même bateau, c'est de plus en plus dur de se lever et de fixer des objectifs court terme. On est dans une société très compliquée qui devient de plus en plus toxique, je vais dire. Il faut vraiment garder la tête sur les épaules, les amis. L'introduction. Alors, j'ai 10 questions, je pense que je vais en traiter que 8. Première question, faut-il ralentir la phase concentrique pour augmenter la tension sur le muscle, a.k.a. le muscle grossisse? Deuxième question, comment gérer son taux de sucre dans le sang, la glycémie, quand on est en prise de masse? J'essaie de faire switch. Entraînement, biomécanique, nutrition, hormones, métabolisme. Question 3, comment combiner un entraînement pour l'hypertrophie et pour la puissance? Question 4, comment prévenir les douleurs au coude, les tendinites, tendinopathies, quand on fait des mouvements de push plusieurs fois par semaine? Là, j'ai eu juste une question sur ça, et moi-même, je l'ai décliné. Pareil sur l'épaule, avec les douleurs de l'épaule, les conflits, la coiffe, les solutions. Pareil sur les douleurs au genou, comprendre la mécanique du squat et l'importance des fessiers. Ensuite, le mal de dos en muscu, comment protéger sa colonne, ses spinaux, les bases de la posture, la prévention des hernies. Je n'ai pas dit soigner. Dernière question, parce qu'elle revient souvent. Est-ce que 200 mg de testo par semaine, c'est suffisant pour une TRT? Alors la question, le mec qui ne maîtrise pas son sujet, je vais revenir dessus. Quid de l'enclomifène? Les amis, c'est parti. Alors, première question, faut-il ralentir la phase concentrique pour augmenter la tension sur les muscles? Donc là, on attaque vraiment avec une question de technique pure. C'est un point sur lequel beaucoup de gens se trompent à juste titre parce que les infos sont contradictoires sur Internet parce qu'il y a des influenceurs qui disent A un jour, B un autre jour. Une étude qui va dire A un jour, B un autre jour. L'influenceur qui reprend cette étude et un autre influenceur qui reprend l'autre étude. Le mec, il est perdu. Donc, est-ce que c'est une bonne idée, à des fins d'hypertrophie, de ralentir la phase, ou par exemple sur un mouvement de push, tu pousses, donc la concentrique, ou sur un mouvement de tirage, tu tires. Concentrique aussi. Comme vous l'avez vu sur ma chaîne, c'est vraiment quelque chose que je fais depuis que je suis, je crois, en première S. Je redéfinis les bases, les fondamentaux. Je repars quasiment de zéro à chaque fois. Parce que des fois, en fait, tu as besoin de revoir les bases. C'est valable dans tous les sports aussi, comme je répète toujours au foot. Contrôle-passe, contrôle-passe, contrôle-passe. C'est le meilleur moyen de ne pas passer à côté d'informations. Parce que des fois, en fait, dans une phrase, il y a un mot que tu ne vas pas comprendre, un terme que tu ne maîtrises pas trop, et tu ne comprends rien du tout au final. On va redéfinir les bases. Chaque répétition se décompose en deux phases. Tu as la phase excentrique, c'est quand le muscle s'allonge en résistant à une charge. Et tu as la phase concentrique, c'est quand le muscle se raccourcit pour lutter contre la résistance. En bodybuilding, en renforcement musculaire, pour l'hypertrophie, dans le culturisme, on insiste énormément sur la phase excentrique, parce que c'est là que réside une grande partie, si ce n'est la plus grande partie, du stimulus pour la croissance musculaire. D'un point de vue biomécanique vraiment simple, basique, logique, durant cette phase excentrique, tes fibres musculaires sont étirées alors qu'elles sont sous tension. Et ça, pour tes fibres, pour tes muscles, c'est un stress mécanique énorme.
Bien sûr, ça varie plus ou moins selon la charge, la résistance que tu mets, mais c'est en soi un stress mécanique pour tes fibres. Comme j'ai dit, on redéfinit les bases. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de tes fibres? À l'intérieur de tes fibres, les têtes de myosine tentent de rester accrochées aux filaments d'actine. Ce qui se passe ici, c'est que la charge les force à se détacher et ça crée ainsi des micro-déchirures. Ça vient de là. Et ces micro-déchirures qui en soi correspondent à un dommage musculaire, ce dommage musculaire dont je viens de parler, c'est un signal pour la réparation et l'hypertrophie. En plus, physiologiquement parlant, ton corps, ton muscle, est capable de produire entre 20 à 50% de force de plus durant la phase excentrique que durant la phase concentrique, et ce pour un coût énergétique plus faible. Donc si tu comprends, c'est une phase du mouvement rentable pour la croissance. Donc pour l'hypertrophie, beaucoup de choses se disent. Ralentir la phase excentrique sur 3, 4, 5, des fois 6 secondes. Ce que je conseille simplement, c'est juste de contrôler la phase excentrique. Contrôler, des fois, c'est 1 seconde et demie, 2 secondes et demie selon la charge. Ça suffit largement. Ne laisse pas la gravité faire le travail. Lutte contre la gravité le plus possible. Et ensuite, on va parler de la phase concentrique. Donc la question à la base, c'était faut-il ralentir de manière volontaire la phase concentrique pour augmenter la tension sur le muscle? Ma réponse, c'est non. En dehors du fait que tu es un débutant ou bien que tu es en rééducation ou réathlétisation, où tu as vraiment besoin de recréer cette connexion avec ton système nerveux, retrouver un peu de force, refaire travailler, revivre les tendons, les ligaments, augmenter l'afflux sanguin vers ces tendons, ces ligaments, non. Pour comprendre pourquoi je dis non, parce que ce n'est pas de la bro science, il faut comprendre, il faut s'intéresser à comment ton cerveau recrute les muscles. Ton corps fonctionne selon un principe, appelé le principe de taille de Henman. Pour faire simple, quand tu veux faire un mouvement, quel qu'il soit, ton système nerveux, il va aller recruter tes fibres musculaires dans un ordre précis. D'abord les plus petites, les moins fortes, les plus endurantes, celles qu'on appelle les fibres lentes de type 1. Et ensuite, si vraiment c'est absolument nécessaire pour vaincre la résistance, le système nerveux va faire appel aux unités motrices de haut seuil qui commandent les fibres les plus grosses, les plus fortes et avec le potentiel de croissance d'hypertrophie le plus élevé qu'on appelle les fibres rapides, les fibres de type 2. Donc, visualise-toi en train de faire un développé couché, par exemple à la Smith Machine. Comme ça, tu sais que tu es en sécurité, la barre ne va pas tomber sur toi, tout va bien. Quand tu ralentis volontairement la montée, donc la concentrique, tu envoies un signal contradictoire à ton muscle. Tu lui dis, l'effort n'est pas si difficile que ça, la résistance n'est pas si élevée que ça, tu n'as pas besoin d'aller recruter les fibres les plus fortes et les plus sujettes à l'hypertrophie, donc les fibres de type 2. Qu'est-ce qui se passe? C'est que toi, tu es venu à la salle à des fins d'hypertrophie musculaire, et là, tu travailles tout, sauf l'hypertrophie musculaire. Je vulgarise. Bien sûr, si tu vas jusqu'à l'échec, t'enclenches le stress métabolique, tu as la bonne nutrition qui va avec, oui, tu peux enclencher l'hypertrophie musculaire. Mais là, on est quand même sur la base, un développé couché, où on va chercher une charge un petit peu lourde. On revient plus tard sur la FAQ, sur les différentes phases de l'entraînement. Ouais, tu essaies quand même d'aller chercher les fibres de type 2. Donc c'est quoi la bonne stratégie sur un mouvement de push, comme le développé couché par exemple? Encore une fois, c'est un exemple. Sur la phase concentrique, tu dois être explosif. Visualise-toi, la barre elle est ici, collée. Il faut d'abord vraiment que tu serres fort la barre pour que ton système nerveux soit actif et vraiment il recrute les unités motrices le plus possible. Quand tu fais ton mouvement explosif, tu sens en fait que ça part des pecs. Bien sûr, tu as proportionnellement, en fonction de l'anatomie de la personne, l'expérience, placement des mains, la masse dans le dos, etc., le volume des épaules par rapport aux pecs, tu as plus ou moins une partie qui va être sollicitée par les pecs et l'autre partie par les autres parties du corps. Mais ton mouvement sur la concentrique doit être explosif. En fait, vraiment, tu dois être au sens propre énervé. Et c'est là que ton système nerveux va aller faire en sorte de recruter le plus de fibres 2 possible. Donc là, dans le jargon de la physique, on essaye de créer une accélération sur la charge.
Aussi simple que ça. Donc bien sûr, si ta barre, elle est lourde, bien lourde, hein, parce que si tu vois que ta barre, en fait, elle décolle, c'est que c'est pas assez lourd. Ta barre doit être suffisamment lourde pour que cette accélération que tu provoques, tu as l'impression que, en fait, bon, la barre ne va pas si vite que ça. Mais c'est cette intention de vitesse maximale face à une charge lourde qui force ton cerveau à envoyer le signal le plus puissant possible pour recruter toutes les fibres disponibles, surtout les plus grosses. Et ça, c'est ce qu'on appelle maximiser la commande nerveuse. C'est ce qui crée la tension mécanique la plus élevée sur ton groupe musculaire et garantit en soi le meilleur stimulus pour l'hypertrophie. Donc la stratégie de tempo pour l'hypertrophie, encore une fois les amis, c'est la phase concentrique explosive. Explosive, vraiment, tu dois, que ce soit sur un mouvement de tirage ou sur un mouvement de push, de poussée, ça part par ta grippe, ta poigne, pardon. Tu dois vraiment serrer la barre. Donc là, vraiment, ton système nerveux, il envoie déjà pas mal de choses. Et ensuite, tu es concentré sur ton mouvement explosif. Sur la poussée, ou c'est un tirage explosif. Ne pas jouer sur le momentum. Attention, parce que là, en fait, tu vas pas travailler, tu vois. Ne pas jouer sur le momentum. Et ensuite, sur la phase excentrique, contrôler, ça suffit. Exagérer la phase excentrique, exagérer le contrôle, ça peut être OK, vraiment, sur certaines phases d'entraînement, certaines périodes, peut-être même quand tu es en déload, tu mets un petit peu moins lourd, tu as besoin de soulager les systèmes nerveux ou de retravailler ton système articulaire, le renforcer. OK, ralentis l'excentrique, ajoute même une isométrie si tu veux, il n'y a aucun souci. Ralentir, contrôler l'excentrique suffit. OK, question 2. Là, on sort de la biomécanique, on revient sur le métabolisme et l'insuline, encore une fois. Comment gérer son taux de sucre dans le sang, qu'on appelle la glycémie, quand on est en prise de masse. Donc là, vous voyez, hein, quand moi j'utilise le mot prise de masse, c'est que c'est vraiment qu'on m'a posé la question parce que je déteste ce terme. C'est un terme de culturiste, c'est un terme de bodybuilder. Bien sûr, sous produits dopants, sous stéroïdes anabolisants, parce que pour 99,9% de la population, ça ne rime à rien d'être naturel pour un sport où tu essaies de dépasser tes limites. C'est normal. Donc, comment gérer son taux de sucre dans le sang? C'est valable que tu sois en prise de masse ou pas prise de masse. Mais là, on va traiter le cas de la prise de masse. Donc, cette question, pourquoi je l'ai choisie parce que je trouve qu'elle est très importante. Parce que, en fonction de comment tu le gères, c'est la différence entre ceux qui construisent du muscle de qualité lentement mais sûrement, année après année, en restant en bonne santé, et ceux qui rapidement stagnent, voire vraiment régressent de manière esthétique, visuelle, métabolique, prennent du gras, abîment leur santé et se sentent constamment fatigués. Donc franchement, c'est peut-être la millième fois que je parle d'insuline, mais pour la millième fois, sois attentif, parce que vraiment, si tu maîtrises l'insuline, tu as une longueur d'avance sur 99% des gens sur cette planète. On redéfinit les bases. Bon, je ne vais pas quand même expliquer ce que c'est un glucide, quand même. Mais quand tu manges des glucides, ton corps les décompose en glucose qui vont aller dans ton sang. C'est ce qu'on appelle la glycémie. Pour que ce glucose qui circule dans ton sang soit utilisé par ton corps, surtout par tes muscles, comme source d'énergie, tu as besoin d'une clé, tu as besoin d'une hormone qui s'appelle insuline. L'insuline est produite par ton pancréas. Son rôle, de manière vulgarisée, c'est d'ouvrir la porte de tes cellules, parce que chaque cellule a un récepteur d'insuline. C'est d'ailleurs ce récepteur, encore une fois, qui est abîmé quand on a une résistance à l'insuline. Donc l'insuline ouvre la porte de la cellule pour y faire entrer le glucose. Le problème de la résistance à l'insuline, qui est provoquée soit par le fait que tu lui envoies sans arrêt, mais ça c'est surcoté, hein, parce que le corps humain quand même est très fort et capable d'encaisser ça, soit que tu lui envoies sans arrêt des glucides, ton pancréas produit tout le temps de l'insuline sans s'arrêter. Avec le temps, tu crées une résistance à l'insuline. Les récepteurs de tes cellules deviennent abîmés. Du coup, en fait, l'insuline
n'arrive pas à faire rentrer le glucose dans la cellule. Et du coup, en fait, ce qui fait que ton glucose continue à circuler dans le sang, ton pancréas va encore produire plus d'insuline parce qu'il voit que le glucose est toujours dans le sang. Ce qui fait que là, tu développes la résistance à l'insuline et ensuite des vrais problèmes métaboliques. Diabète de type 2 qui engendre vraiment des trucs de ouf. Prise de poids, maladie, etc. Ce qui cause aussi la résistance à l'insuline, c'est pas le sujet de la vidéo, mais je le dis quand même, c'est le fait de mal manger, industriel, les fritures, les huiles végétales de mauvaise qualité, où la température de fusion est dépassée, tu vas créer des inflammations avec l'oxydation. Vraiment, tu mets dans ton corps des éléments ultra toxiques. Toutes ces choses font que en fait, tu abîmes les membranes de tes cellules. Et c'est ça, principalement, qui est le mot de la résistance à l'insuline de nos jours. Le problème, c'est que même certains docteurs, et je ne sais pas pour me raconter, certains docteurs ne savent pas ça. C'est un truc de ouf. J'avais déjà mis des extraits de Jimmy Mohamed qui expliquait que la résistance à l'insuline était principalement, je crois qu'il ne connaît même pas le truc, causée par le fait d'envoyer des glucides tout le temps. C'est une des causes, une des sources, oui, mais non. C'est l'inflammation, c'est les mauvais aliments, les huiles végétales, la friture, les radicaux libres, les ajouts industriels, etc. C'est ça qui flingue le corps et qui crée la résistance à l'insuline. Anyway, donc quand tu as une résistance à l'insuline, c'est là que les problèmes commencent. Tu te retrouves avec un taux de glucose dans le sang, entre parenthèses glycémie, constamment élevé, anormalement élevé, et ça va engendrer beaucoup de choses négatives, notamment pour un go muscu. On arrive au stade où le go muscu s'en fout, d'abord la santé avant tout. Le premier point, c'est le blocage de la combustion des graisses, le blocage de la dégradation des graisses, le blocage de la lipolyse. L'insuline, c'est une hormone de stockage. Quand elle est élevée, elle envoie un signal à ton corps qui dit de bloquer complètement la lipolyse, la dégradation des graisses. C'est pour ça que je dis toujours, pour ceux qui ont du mal à perdre du gras ou qui font facilement du gras, même la plupart des gens en général, moi le premier, pas besoin d'envoyer des glucides au petit-déj, au réveil. Je reviendrai plus tard là-dessus sur une vidéo complète et d'ailleurs un e-book sur le métabolisme et la résistance à l'insuline. T'as pas besoin. Parce qu'en fait, dès le matin, surtout si tu prends le petit-déj tôt, dès le matin, tu dis à ton corps, ok, à partir de 8h ou 9h, tu vas arrêter de brûler du gras. Juste parce que tu as voulu envoyer un petit bol de flocons d'avoine bêtement inutile, alors que tu avais juste à manger une petite omelette, tranquille. Si ton niveau d'insuline est élevé, ta lipolyse est bloquée. Par exemple, tu vas faire ton cardio, qui a pour but de perdre du poids, perdre du gras. Le problème, c'est qu'avant, tu as mangé, peu importe ce que tu as mangé. Bien, pas bien, healthy, pas healthy. Hein. Vraiment ton bowl cake de je sais pas quoi. Peu importe. Qui fait que, en fait, pendant que tu es en train de t'habiller pour aller faire ton cardio, tu arrives sur le tapis, tu es en train de commencer à marcher, à courir même, ou faire ton Tabata ou ton corps collectif, ton insuline, ton niveau d'insuline est élevé. Ton corps est en mode stockage. La lipolyse est bloquée. Tu vas faire tout le cardio du monde. Tant que ton insuline est élevée, ta lipolyse ne sera pas activée. Ça servira à rien. Tu t'es tiré une balle dans le pied, un chargeur dans le pied. Encore plus si tu fais ça depuis des mois, voire des années, en pensant bien faire. Beaucoup de personnes qui sont en perte de poids vont faire du cardio, beaucoup de cardio, vraiment, je dis vraiment cardio de ouf, hein, pour perdre du gras, perdre du poids. Donc elles me disent, ouais, pour avoir du jus pour le cardio, je mange une banane avant. Et après, ils viennent me voir, tout le cardio que je fais, je perds pas 1 gramme. Bah oui, donc là, je lui explique pourquoi, ce que je viens de lui dire, ce que je viens de vous dire. La personne comprend. C'est très simple, il n'y a rien de compliqué. Le deuxième point, c'est l'impact sur la testostérone. Donc là, je m'adresse principalement aux hommes. Là, si vous étiez sur votre téléphone en train de répondre à je sais pas qui,
Posez, écoutez. Une mauvaise sensibilité à l'insuline et un taux de masse grasse qui augmente ou élevé ont un impact négatif sur la testostérone. Donc, encore une fois, ceux qui font des prises de masse, on est beaucoup qui viennent me voir, qui viennent prendre du coaching. Ouais, j'ai 10-15 ans de musculation, voilà, nanani, je m'y connais bien et tout. Ok, envoie le questionnaire, envoie des photos face de profil. T'es gras. À partir du moment où t'es gras, c'est très difficile pour ton corps de créer du muscle. La testostérone est impactée. Je vais en venir derrière, oestrogène, cortisol, insuline, etc. La testostérone est impactée. Donc, même avec, je te laisse 30 ans, tu reviens dans 30 ans, tu gardes tes mêmes méthodes, tu auras toujours le même corps flingué. Je t'explique les choses, écoute, remets-toi en question, ça ne marche pas. Quand tu as une mauvaise sensibilité à l'insuline ou tu as fait n'importe quoi, ton taux de masse grasse est élevé ou il est en train de monter parce que tu es dans une prise de masse, il faut que tu sois stock en t-shirt et il faut que tu sois lourd sur la balance. Pour qui, pourquoi? Je ne sais pas, mais c'est pour tout le monde, sauf toi. Tu as une enzyme qu'on appelle aromatase, qui est très connue dans le milieu des bodybuilding, bien sûr, qui est présente notamment, ça le problème, dans les tissus adipeux, qui convertit la testostérone en oestrogène. Oestrogène, hormone féminine. Plus tu as du gras, plus cette conversion de la testostérone en oestrogène par l'aromatase est importante. Tu te retrouves dans un cercle vicieux parce que tu as voulu t'entêter à juste être stock pour rien, être lourd pour rien. Sensibilité à l'insuline que tu commences à flinguer, ton taux de masse grasse augmente, l'aromatase convertit de plus en plus de testo en oestrogène, ça devient un cercle vicieux. Tu fais de plus en plus de gras et la capacité de ton corps à faire du muscle diminue de plus en plus. Donc là, tu es en train de te dire, merde, peut-être que je suis en train de me reconnaître dans les propos que je suis en train d'énoncer. Comment vérifier ça? C'est très simple. Comme je dis toujours, quand tu vas voir un médecin qui n'est un ostéo, qui te palpe, il te dit « Ok, déchirure de la coiffe, du supra, ou entorse et dans 2 semaines tu peux marcher », tout ce que je vous dis, ça m'est arrivé. Ça peut être vrai, comme ça peut être faux. Sans imagerie médicale, le diagnostic n'est qu'une supposition, une hypothèse de la broscience. Comme vous dites à moi, broscience, c'est la même chose pour eux, c'est de la broscience. Donc, ce même phénomène s'applique pour l'insuline, c'est ce qu'on appelle une prise de sang. Le truc, c'est que généralement, on va juste mesurer la glycémie à jeun. C'est bien, mais c'est pas suffisant. Ce que je demande à mes élèves, quand je vois qu'il y a un souci, je sens qu'il y a un souci, regardez le nez, comment il est balèze. J'ai perdu l'odorat avec le Covid, mais je sens les problèmes métaboliques, problèmes hormonaux et les problèmes tout court dans ma vie. Je demande à mes élèves de demander à leur médecin traitant de demander au laboratoire un bilan sanguin complet, où dedans, bien sûr, tu as la glycémie à jeun, mais tu as aussi ce qu'on appelle HOMA-IR. C'est un score de résistance à l'insuline très simple. Ce score, il montre simplement si ton corps gère l'énergie efficacement ou si il est abîmé ou en train de s'essouffler. Donc, en connaissant ton score HOMA, on peut, moi c'est ce que je fais pendant les coachings, tu pouvais les faire vous-même aussi, ça demande un peu de savoir et de pratique et de confiance en soi. Déterminer la quantité, on va pas dire exacte, mais approximative de glucides que ton corps est capable de gérer sur un repas. Exemple, tu sens des fois que sur un repas, quand tu manges 40 à 50 grammes de glucides, il n'y a aucun souci. Vraiment, tu te sens pas fatigué après, pas ballonné, pas de souci, tu vois que tu prends pas de gras, pas de poids, etc. Des fois, tu passes à 60, 70, 80 grammes ou juste sur un cheat, tu vois qu'en fait, tu sens que ton corps il n'arrive pas à gérer ce trop-plein de glucides d'un coup. Bah, grâce à ce score d'HOMA hier, tu peux commencer à comprendre, ah, je ne peux pas envoyer plus de 40, 50 grammes de glucides d'un coup à mon corps. Top. C'est vraiment quelque chose de très important. C'est pourquoi... C'est pourquoi on parle beaucoup en bodybuilding de décomposer les repas sur plusieurs petits repas. Il y a le système digestif qui est à prendre en compte, mais aussi la capacité de ton corps à encaisser un certain nombre de glucides d'un coup. Sachant que dans une assiette, tu n'as pas que des glucides, tu as aussi des protéines
tu as des fibres, tu as des lipides. Et tu as le cas où on détecte une glycémie à jeun, ok, mais un score OMA hier, pas trop ok, malgré un régime, malgré du cardio à jeun, des compléments alimentaires, une bonne hygiène de vie, bon sommeil, tu vois que tu as du mal à perdre du gras, tu n'en perds pas du tout, tu commences même à en prendre alors que tu es à 1300 calories. Là, il faut faire le test d'hémoglobine glyquée. C'est un test qui regarde ta glycémie à jeun sur à peu près les 3 derniers mois. C'est un test beaucoup plus fiable, bien sûr, que tu demandes encore une fois à ton médecin qui va demander au laboratoire. Donc c'est comme ça, c'est en maîtrisant l'insuline que on arrive à faire une prise de masse propre. Le but, c'est de faire une prise de masse propre. Et qu'on arrive aussi à sécher. Une fois que tu maîtrises ces deux points, ces deux environnements, à toi de décider ce que tu veux. Est-ce qu'à l'année, tu veux être en prise de masse et juste arriver avant l'été, tu tapes une accélération, tu sèches? Ou est-ce que tu fais un petit peu des deux toute l'année? Ou est-ce que tu veux être sec toute l'année? Ce choix t'appartient. Comment tu le mets en place, tu vas y arriver si et seulement si tu maîtrises les paramètres que je viens de te dire là. On passe au sujet 3. Question 3. Comment combiner un entraînement pour l'hypertrophie et pour la puissance? Alors, il y a certains objectifs qui ne sont pas compatibles. Très difficilement compatibles. Sauf si tu as une génétique de fou, tu es au chômage, tu as l'argent pour vraiment avoir accès à des compléments, de la très bonne nourriture, sommeil de qualité, etc. Ok. L'hypertrophie musculaire et être endurant, quand je dis endurant, c'est par exemple taper des marathons, c'est pas compatible les gars. Pour moi, hein, c'est pas compatible. Ségréguer les objectifs. Vous voyez? Ne soyez pas trop gourmand parce qu'en fait, et vous n'allez pas obtenir d'hypertrophie musculaire et vous n'allez pas atteindre vos objectifs d'endurance. C'est pas trop possible. Par contre, un objectif compatible avec l'hypertrophie, c'est la puissance. Parce que l'hypertrophie en soi, c'est juste être musclé, du volume musculaire. C'est bien aussi d'avoir un petit peu de force, ce qu'on appelle la gonflette, hein, l'hypertrophie musculaire, entre guillemets, mais c'est quand même intéressant d'avoir de la force. Et tu rentres dans un cercle vertueux. Plus tu as de force, plus tes chances de développer de l'hypertrophie sont élevées parce que tu peux soulever des charges plus lourdes, tu as une meilleure résistance et tu mets tout de ton côté pour l'hypertrophie. Encore une fois, sur cette chaîne, sur ce format de vidéo, l'objectif c'est de reprendre les fondamentaux. C'est chiant des fois, pour vous, hein, pas pour moi. C'est de réexpliquer chaque processus physiologique, métabolique, biomécanique. C'est simple, il n'y a rien de compliqué. Donc cette question identifie deux objectifs. Le premier, c'est l'hypertrophie. Le deuxième, c'est la puissance. Le premier objectif, c'est l'augmentation de la taille des fibres musculaires. On a vu, première question, rapidement, fibres musculaires composées d'actine, de filaments d'actine et de myosine, qui coulissent, et quand tu pousses lourd, ça essaie de se détacher, c'est ce qui crée les micro-déchirures et les dommages musculaires. Donc là, on est sur l'hypertrophie. On sait depuis beaucoup d'années maintenant que la science a identifié 3 mécanismes principaux qui sont responsables de l'hypertrophie musculaire. Le plus important, c'est la tension mécanique. C'est pourquoi, lors du déroulement de votre entraînement, je pense que je vais l'expliquer dans les questions suivantes, l'accent, la question suivante, dans le déroulement de la séance, vers le début de la séance, après l'échauffement, là, vous devez mettre l'énergie, concentration, l'intensité sur la tension mécanique. Ensuite, vous pouvez être un petit peu plus sexy, on va voir ça plus tard. Tension mécanique, encore une fois, c'est la force pure exercée sur tes fibres musculaires et qui est détectée par des mécanorécepteurs. Dans le corps, tu as des récepteurs partout. Donc ce signal mécanique, si on reprend l'exemple de la question 1, le développé couché à la Smith Machine, ce signal mécanique est ensuite converti en un signal chimique à l'intérieur de la cellule, c'est ce qu'on appelle la mécanotransduction. Cette mécanotransduction va activer la voie de construction musculaire qu'on appelle mTOR. mTOR,
pour ceux qui sont un petit peu geeks en musculation, biochimie et tout, ou ceux qui me regardent, qui font kiné, ostéo, étudiants en médecine, c'est la base de la croissance musculaire. Le deuxième mécanisme, c'est celui qu'on a vu vraiment là, la question 1, c'est les dommages musculaires, c'est les micro-déchirures. Ça déclenche une réponse inflammatoire, c'est la même réponse inflammatoire que lorsque tu tombes malade. Le truc, c'est que cette réponse inflammatoire, c'est une réponse inflammatoire qui derrière va enclencher des signaux de réparation de ton corps. Très important d'avoir ce signal inflammatoire. Je vais en revenir plus tard sur le fait de prendre des anti-inflammatoires après une séance de musculation ou de manière régulière. Et le troisième mécanisme qui développe l'hypertrophie musculaire, c'est le stress métabolique. J'en parle très souvent dans mes vidéos, que ce soit à la salle ou que ce soit dans les FAQ, et surtout dans mon e-book bioénergétique Timing de la nutrition. Le stress métabolique, c'est cette sensation de congestion intense, de brûlure. Il faut bien l'utiliser pour des fins d'hypertrophie. La congestion seule, par exemple, quand tu es à jeun, tu bases ton entraînement sur le stress métabolique, tu ne mets pas trop les chances de ton côté pour développer l'hypertrophie. Tu as vraiment besoin d'un environnement anabolique qui passe par une montée d'insuline provoquée par des glucides rapides, simples, que tu lui envoies directement, d'où le jus de raisin dont je parle beaucoup dans les vidéos. Après, tu as ceux qui chipotent, ils disent non, moi je prends de la malto, je prends du cyclic dextrine. Ok, si tu veux, frérot, moi je prends mon jus de raisin à 30 centimes, c'est nickel. Tu lui envoies aussi des acides aminés, et là tu crées un environnement anabolique parfait pour créer un stress métabolique parfait pour l'hypertrophie. Le stress métabolique, c'est pas que ça. Si vous regardez les cyclistes, ils ont des jambes incroyables. Alors, le volume est énervé, le volume est ouf. Esthétiquement, c'est pas trop ça. Mais le volume, il est ouf. Pourquoi? Parce que c'est dû principalement au stress métabolique. Alors, eux, ils ne sont pas dans un environnement anabolique où tu lui envoies, ils ont le temps de prendre maltodextrine, jus de raisin, créatine, EAA, BCA et tout. C'est différent. C'est stress métabolique via la voie de l'accumulation de sous-produits métaboliques qui sont les ions hydrogène et le lactate, qui est en gros l'acide lactique. Donc pour les puristes, encore une fois, qui disent ouais, nanani, on ne dit pas acide lactique, si l'acide lactique ça existe. Mais ce qui va provoquer le stress métabolique, les sensations de brûlure, c'est le lactate. Donc ce stress qui est vraiment différent des deux mécanismes qu'on a vus précédemment, contribue aussi à la croissance musculaire, via justement ce qui est sous nos yeux, ce qu'on voit, ce qu'on appelle le pump, la congestion, mais c'est le gonflement cellulaire, et aussi principalement la libération de molécules signalisatrices appelées myokines. Et plus tard, on va revenir sur les cytokines. Donc là, le premier objectif, qui est l'hypertrophie, il est traité. Le deuxième objectif, c'est la puissance. En gros, être plus fort. Force et puissance, c'est pas trop pareil, mais en gros, le but de la question, c'était vraiment je veux de la patate. La puissance et ou la force viennent tous les deux du système nerveux. Être plus fort, ça veut juste dire apprendre, on dit enseigner à ton cerveau à mieux recruter tes muscles. Et ça passe par deux adaptations neurologiques simple, logique, facile à comprendre. Première que j'ai déjà mise en avant dans la question 1. La question 1, il y avait quasiment toute la FAQ en fait. La première adaptation neurologique, c'est l'amélioration du recrutement des unités motrices. Donc, comme on a vu dans la question 1 sur le principe de taille de Henneman, son cerveau recrute d'abord les petites fibres lentes, fibres de type 1, puis, selon le stress imposé, va recruter les fibres rapides, fibres de type 2. Un travail en lourd, un travail en explosif, l'entraîne à aller recruter de manière plus rapide et de manière plus prononcée les fibres rapides, les fibres de type 2. Et ce, avec le temps. Ce n'est pas sur une séance que ça se fait, c'est avec répétition. La deuxième adaptation, c'est une adaptation un peu plus technique. On n'en entend pas trop parler, sauf dans les livres de préparation physique, peut-être les podcasts de préparateurs physiques pointus. Je l'ai vu que dans un livre américain de biologie et un cours de biologie aussi,
Livre de préparation physique, je ne l'ai pas vu, mais c'est super intéressant de savoir. Donc la deuxième adaptation, c'est l'augmentation de la fréquence de codage. Ça a l'air barbare, mais c'est juste la vitesse à laquelle tes nerfs envoient l'influx électrique à tes muscles. Plus la fréquence est élevée, plus la contraction sera puissante. Donc maintenant qu'on a compris ce qu'était l'hypertrophie, ce qui provoque l'hypertrophie, et ce qu'était la force, la puissance, comment on organise la séance? Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous avez dû remarquer que dans les training series, les vidéos où je suis à la salle, bien sûr, il y a l'échauffement. L'échauffement, on ne va pas le filmer parce que vous n'avez pas que ça à faire. Puis même, il n'y a pas d'intensité pour nous et tout, mais on s'échauffe. Le premier exercice, que ce soit en circuit ou pas circuit, parce que je travaille toujours beaucoup en circuit, toujours du lourd. Toujours du lourd. Un bench, un dips lesté, un traction, un rowing, un squat, toujours du lourd. Et ensuite, vous voyez qu'on va chercher une congestion de ouf avec des giant sets. Donc il faut commencer avec la première phase, qu'on appelle la phase d'activation. Tu vas aller pomper le sang dans les muscles que tu vas travailler. Exemple, quand tu travailles l'épaule, tu commences avec rotation au câble, élévation latérale légère, peut-être même un peu de rameur avant, un peu de bench press très léger. Tu vas pomper le sang, tu vas augmenter la température corporelle locale et globale, tu vas lubrifier l'articulation et tu vas augmenter ton BPM. C'est la première phase d'activation, elle est nécessaire. Plus tu vieillis, plus cette phase d'activation doit prendre du temps. Si tu as remarqué, quand tu es jeune, tu peux arriver, mettre sous la barre lourd direct, il ne va rien t'arriver. Les perfs ne seront pas ouf, hein. Tu as besoin que ton corps soit bien chauffé pour avoir de super perfs. Pas t'arriver une blessure. Là, tu arrives à 35 ans, tu vas faire un paddle, tu es blessé. Tu vois ce que je veux dire? Cette phase d'activation est nécessaire. Plus vous commencez à prendre l'habitude tôt et jeune dans votre carrière de sportif, peu importe le sport, hein, vraiment, plus vous mettez les chances de votre côté de durer dans le temps. N'oubliez pas, hein, une tendinite, ça peut vous mettre out 2 semaines à 6 mois, voire plus. C'est bête. Donc c'est après cette phase d'activation que tu peux aller travailler sur du polyarticulaire lourd, que je viens de citer plus tard. Ton muscle est déjà échauffé. Donc on est sur le polyarticulaire lourd. Cette phase dépend de chacun, il n'y a pas de règle de base. Si ton corps a la capacité nerveuse, a la capacité physiologique, au niveau des os, au niveau même du souffle, de l'endurance, à enchaîner plusieurs exos polyarticulaires lourds, et tu vois que ta récupération n'est pas entravée, tu ne travailles pas le matin, tu as besoin de poser 2 RTT ou ITT chaise roulante, ok, c'est peut-être fait pour toi le fait de travailler 2-3 exercices polyarticulaires lourds et ensuite de travailler sur le stress métabolique. Chez certaines personnes, un seul exercice polyarticulaire suffit. Parce qu'au-delà de 1, le système nerveux est down, est caput. N'oubliez pas les amis, 99,9% de personnes que vous connaissez, que vous voyez, même sur les réseaux, moi à qui je m'adresse, on n'est pas des bodybuilders pro payés à faire ça. On a un métier, on a des objectifs, on a des hobbies, on a une famille et on a une santé. Si vous êtes capoute nerveusement, vous irez nulle part dans la vie professionnelle et personnelle. Donc apprenez à jauger. Un exercice polyarticulaire lourd, ça suffit. Par exemple, pour ma part, mes amis. Hein. Mais par contre, t'envoies, tu le fais bien, explosif, sur la concentrique, et excentrique, tu ralentis, tu t'amortis, tu contrôles. Et ensuite, on arrive à la phase 3, le stress métabolique. Là, c'est super intéressant. Stress métabolique, il suffit de voir mes vidéos de training series, des giant sets, tu vas brûler, avec des acides aminés, des glucides rapides et tout, l'environnement anabolique de l'insuline élevé, pour avoir un effet anticatabolique aussi. Là, vraiment, sur le stress métabolique, tu peux t'amuser. Tu vas aller chercher vraiment la brûlure, la congestion. Tu sais que tu as fait le plus gros du travail avant, il n'y a pas de souci. Maîtrise ces 3 phases, et
Et c'est comme ça que tu t'entraînes pour l'hypertrophie et la puissance, la force. Pour en revenir à pourquoi, par exemple, ceux qui ont vu ma vidéo précédente, la FAQ, je faisais une anecdote d'un élève à Dubaï qui voulait préparer le marathon de Londres, l'Aerox, hypertrophie, améliorer son PR au squat, améliorer son PR au coucher. D'ailleurs, un jour, je lui dis, viens, coucher, barre vite, fais voir comment tu montes ton coucher. Catastrophe. Et il avait un coach personnel. Hein. Il avait un coach, plusieurs coachs à Monaco. J'espère qu'il ne regarde pas la vidéo, mais je pense pas. Et un coach à Dubaï. Choqué. Bref. Donc lui, je lui disais, tu ne peux pas avoir comme objectif et préparer le marathon. Donc ça veut dire qu'il faut faire des perfs au marathon. Et vouloir de l'hypertrophie. C'est contradictoire, c'est opposé, c'est possible, mais c'est pas possible. Je vais vous expliquer rapidement pourquoi. L'endurance active une voie de signalisation, en gros, qu'on appelle AMPK. A contrario, l'hypertrophie active une voie de signalisation qu'on appelle mTOR, qu'on a vu précédemment, et dans chaque vidéo quasiment, et dans chaque e-book quasiment. Le problème, c'est que l'AMPK peut inhiber mTOR. Donc, un marathonien, par définition, sauf méta-humain, va avoir du mal à développer des cuisses de bodybuilder, tout simplement. J'ai juste fait une analogie de cuisses. Mais dans notre cas, l'hypertrophie et la force activent toutes les deux la même voie. Donc elles vont dans le même chemin. Vous avez vu, en définissant chaque terme, chaque étape, chaque processus, je suis sûr que vous avez tout compris là. Et je vous assure que pour moi, à l'époque, comprendre ça, c'était difficile parce que la littérature était moins accessible. Et les notions de base n'étaient moins présentes aussi. J'ai mis du temps à comprendre ça. Et c'est pour ça que j'arrive à bien vulgariser maintenant, parce que j'étais à votre place avant. Tout simplement. On va attaquer le sujet 4. Je fais une petite pause, j'ai soif. Là, les amis, le sujet 4, vraiment, on arrive sur une partie très intéressante, qui peut sembler barbare au début, parce que l'anatomie, la biomécanique, ce ne sont pas des choses sur lesquelles on se penche en premier lorsqu'on fait de la musculation. C'est normal, c'est chiant, vraiment c'est chiant. Mais c'est indispensable quand tu commences à devenir un athlète, un grand sportif, un go muscu chevronné, qui commence à vieillir, qui commence à prendre de l'âge. Il faut que tu t'intéresses à ton anatomie. Comment est-ce que... quelles sont les étapes dans ton corps, niveau biomécanique, lorsque tu décides de lever le bras et de te gratter l'arrière de l'oreille. C'est quoi les étapes? Quels sont les muscles enclenchés? Quels sont les os et les articulations enclenchées aussi qui en découlent? Tu fais l'analogie sur le terrain. Le terrain, c'est la salle, ton entraînement. Bien sûr, tu déclines sur tous les sports. Hein. La musculation, c'est vraiment une discipline transversale. C'est-à-dire que on appelle musculation à défaut. À la base, le vrai terme, c'est renforcement musculaire. Après, tu as les branches, bien sûr, de nos jours, hein, qui est mon métier aussi principalement, c'est l'esthétisme. Ça passe par perdre du poids, perdre du gras, être sec, gonfler, être stock, bodybuilding, culturisme, etc. Très important de connaître ces notions. Je vais essayer de rester basique, mais le basique peut sembler barbare, c'est normal. On va pas appeler, c'est normal. Alors la question, j'en ai reçu une. Comment prévenir les douleurs au coude? Entre parenthèses, le gars il a dit tendinite. Si tu dis tendinite à un kiné ostéo qui sort d'école, waouh, tu peux être sûr que tu vas passer un mauvais quart d'heure. Il va dire non, on dit tendinopathie, on ne dit pas tendinite. Ok, excuse-nous. Boss, l'oracle, tendinopathie, pardon. Donc, comment prévenir les douleurs au coude quand on fait des mouvements de poussée, de push, plusieurs fois par semaine? Quand il m'a posé cette question, je me suis dit, je vais décliner le problème du coude sur les épaules, sur les genoux et le bas du dos. Tout le monde est concerné. Tout le monde est concerné. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que j'ai un
de mes meilleurs amis, bien sûr, elle ne regarde pas la vidéo, comme tous mes amis, que ma mère qui regarde. Il y a quelques temps, il me disait, putain, j'ai mal au genou, j'ai mal au genou, j'ai mal au genou, 1, 2, 3, 5 fois. On va au resto, il me dit, putain, j'ai mal au genou. Il était en face de moi. Je lui pince le quadriceps, le vaste interne. Fort un peu. Il a eu une décharge. Il a fait, ah, et tout, mon genou. Là, je lui ai dit, t'as le syndrome fémoro-patellaire. Va voir lui comme kiné. C'est mon kiné à moi, que je salue, Kylian, qui m'a beaucoup aidé pendant presque 1 an et demi. Parti le voir, je lui dis, t'as pas un problème de genou. Ça vient du quadriceps, du vaste interne. Mais ton corps n'est pas fait pour le squat, comme beaucoup de personnes. Il y a des personnes pour qui Dieu a fait que, la nature a fait que, t'es pas fait pour courir vite, t'es pas fait pour courir longtemps, t'es pas fait pour faire du développé couché, t'es pas fait pour faire du squat. Et là, on va en revenir sur les sujets d'après. Vous allez tout comprendre, les gars. C'est vraiment, rien n'est dit au hasard sur cette chaîne. Surtout maintenant que je prends de l'âge, je suis fatigué, donc je suis avare de mots. Donc chaque mot qui sort de ma bouche est choisi et travaillé. Et donc ouais, je lui ai dit, fais gaffe. Je sais que c'est dur à entendre. Il faut que tu l'acceptes, fais-moi confiance. Je suis son coach en plus, c'est devenu une rockstar, laisse tomber le corps qu'il a. Je lui ai dit, s'il te plaît, arrête le squat. Il y a 1000 manières d'avoir des bonnes cuisses, d'avoir des grosses cuisses. Non, mais moi je veux des grosses cuisses. Il y a 1000 manières d'avoir des grosses cuisses. Déjà, tu fais pas ton cardio sur le tapis en pente, comme je t'ai dit, juste ça, ça maintient la masse. Tu fais pas de vélo, frérot, 15 minutes de vélo en hit, t'as des cuisses de Rivaldo, vraiment. T'as d'autres manières, les fentes. Avec des fentes, tu fais des cuisses de ouf. Et donc, je lui ai dit, tu devrais arrêter le squat, tu devrais. Et là, il n'a pas arrêté, il s'est vraiment fait mal au genou cette fois. Et à un moment, il sort de... Je suis parti le chercher au sortir de son imagerie. Il m'a dit, putain, j'ai une fissure. Je lui dis quoi, 4 mm? Il m'a dit, ouais, exactement. Il dit, bah voilà, ça va, mais tu dois arrêter le squat. Donc les amis, c'est parti. Mais là, on commence avec le coude. Bien sûr, je m'éparpille, mais c'est pour que vous ayez un petit contexte. Donc cette douleur au coude, qui est vraiment chiante, hein. Généralement, elle arrive sur la partie externe. Et quand c'est sur la partie interne, c'est chiant aussi. Elle touche beaucoup de pratiquants de muscu, beaucoup de pratiquants de tennis. Et là, maintenant, tous ceux qui font du padel, les kiné-ostéos, ils vont te dire que dans leurs statistiques, le problème de coude a augmenté en flèche. Donc, pour régler ce problème, le repos seul ne suffit pas. Il faut comprendre quelles sont les forces qui sont exercées sur cette articulation. Et une fois que tu auras compris, tu pourras adapter et soit ne plus reproduire les mêmes erreurs qui font que cette douleur survient, persiste et s'aggrave, soit manipuler justement ces forces de manière plus intelligente. On va revenir sur l'exemple de la question 1, qui est vraiment la question 1, en fait, ça a lancé cet FAQ, c'est un truc de ouf. Le développé couché. Alors, le DC à la barre, Smith ou pas Smith, c'est un excellent mouvement pour faire de la force. C'est pas vraiment un mouvement à la barre, c'est pas vraiment un mouvement de bodybuilding, c'est plus un mouvement d'haltéro. Il n'est pas compliqué, il est complexe. Vraiment. Maîtriser, tu peux soulever lourd, hein, soulever même très très lourd en faisant mal le mouvement, ce qui a été mon cas pendant longtemps parce que je m'en foutais. Je voulais juste sentir les pecs, j'adorais ce sentiment de puissance et voilà. Avec le temps, j'ai corrigé, maintenant je le fais bien. J'ai pas le choix. De toute façon, quand tu vieillis, tu n'as pas le choix, tu n'as pas d'autre choix que de bien faire chaque mouvement. Et voilà, très important, super mouvement. Ce mouvement qui est magnifique pour la force, pour la puissance, et les sensations, et le cerveau, et l'ego, il est aussi très contraignant. Pourquoi? Parce que la barre t'enferme dans une trajectoire unique et une position de main fixe qui est la pronation. Et là, on va voir ensemble en quoi la pronation peut être gênante. Le souci avec le développé couché, le souci avec le développé couché, mais prenez le développé couché comme un exemple. Faites une analogie sur tous les mouvements qui se ressemblent un petit peu. C'est que cette rigidité, donc cette trajectoire vraiment fixe, peut créer un stress fort sur les... Le problème avec ce mouvement magnifique encore une fois, c'est que cette rigidité du mouvement, où la trajectoire est fixe, où tu es en pronation, où tu n'as pas beaucoup de liberté de mouvement parce que la barre elle est bloquée,
encore plus sur la Smith Machine, même si tu as plus de sécurité. Ça n'a rien à voir avec les haltères, on va voir plus tard. C'est que ça crée un stress excessif et répétitif sur les tendons qui s'attachent au coude, les fameux épicondyles. Et du coup, cette répétition sans variation, notez bien sans variation, c'est très important ce terme, peut créer une inflammation et surtout de l'usure. Alors la question c'est du coup, le développé couché étant un mouvement magnifique, tu n'as pas envie de t'en passer, comment faire pour éviter ces problèmes au coude? Tu as plusieurs solutions, plusieurs outils. Le premier outil, c'est le soutien externe. Là, on parle des manchons de coude, elbow sleeve. Tu as la même chose pour les protèges poignets, etc. Alors, c'est pas de la broscience, et je vais vous expliquer en quoi ils sont très utiles. La première raison, c'est la chaleur. Un tendon qui est maintenu au chaud est plus pliable. Il a de meilleures propriétés qu'on appelle viscoélastiques. Il peut mieux absorber et transmettre les forces sans subir ou en subissant beaucoup moins les microtraumatismes. La deuxième raison, c'est un mot barbare mais vraiment tout simple, c'est la proprioception. La compression du manchon, du matériel, peu importe ce que tu mets, sur ta peau, stimule des milliers de petits capteurs sensoriels, ce qui te permet simplement d'avoir un meilleur contrôle moteur. Le deuxième réflexe, la deuxième solution, vraiment elle est toute bête, mais c'est simplement dans ta programmation. Ne place jamais 2 fois dans la semaine du développé couché à la barre, même si c'est à la Smith, lourd. Tu dois varier les exercices, varier les schémas de mouvement pour varier les contraintes sur tes muscles et tes articulations. Admettons, tu as 2 séances PEC dans la semaine. Première séance, ok, tu fais ton développé couché lourd. Super, fais l'analogie pour le dos, l'exercice de dos favori ou le squat pour les gens. Première séance, développé couché lourd. Deuxième séance, donc là le jeudi, lundi tu as fait développé couché lourd. Deuxième séance, le jeudi. Passe aux haltères. Pourquoi passer aux haltères? Les haltères vont offrir une trajectoire de mouvement complètement différente. Même sur chaque répétition, ça va être différent. Il ne va pas du tout y avoir une trajectoire verrouillée, uniforme, constante. Tu vas avoir une liberté de mouvement beaucoup plus importante que sur un développé couché barre ou développé couché barre à la Smith, encore pire. Contrairement à un développé couché barre, ton poignet, ton coude, ton épaule ne sont pas verrouillés sur un seul axe. Sur chaque répétition, ils peuvent bouger, pivoter naturellement pour trouver la meilleure trajectoire adaptée à ta morphologie. Et on arrive à la solution la plus efficace, la plus importante, la plus sous-cotée et la moins discutée et traitée et mise en avant. Vraiment, j'ai jamais entendu ça, j'ai jamais vu ça en muscu, alors que c'est hyper basique. Et même vous, dans la logique, vous l'avez déjà fait sans vous en rendre compte, mais vu qu'on n'en parle pas, vous vous êtes peut-être dit « Ah non, il ne faut pas faire ça ». C'est la prise neutre. Mais avant de comprendre en quoi la prise neutre, c'est un hack biomécanique, il faut d'abord comprendre un minimum comment fonctionne l'articulation de l'épaule. Encore une fois, ça va être un petit peu barbare, mais une fois que tu vois ça 3, 4, 5 fois, avec le schéma devant tes yeux, tu vas beaucoup mieux comprendre et te situer dans un espace vectoriel et te projeter. Donc, l'articulation de l'épaule, c'est une sorte de rotule. Tu as la tête de l'humérus qui bouge dans une cavité. Simple. Quand tu prends la barre en pronation, tu forces ton humérus à être dans une rotation interne. Dans cette position en pronation, en rotation interne, le tubercule majeur de ton humérus se rapproche plus de l'acromion. L'espace entre les deux se réduit et les tendons de la coiffe de rotateur qui passent entre peuvent se faire pincer. C'est ce qu'on appelle, vous l'avez déjà entendu, le conflit sous-acromial qui peut ensuite engendrer des problèmes et des douleurs au coude. Donc, on est en pronation, là. Bon, je ne sais pas si vous allez voir, hein, mais juste, vous faites-le vous-même juste en se mettant en prise neutre, tu éloignes le tubercule majeur de l'acromion et tu ouvres l'espace un petit peu plus sous-acromial. Du coup, tes tendons de la coiffe de rotateur ont tout l'espace pour circuler, entre guillemets, librement, sans se faire pincer, et tu le sens directement dans le mouvement. Prends un mouvement, même si c'est à la machine, un mouvement de push, chest press à la machine, ou si tu veux, développé couché
Un mouvement où tu as mal à l'épaule sans mettre de poids. Tu le fais en pronation, pas de souci. Bon, tu vas pas pouvoir faire développé couché en prise neutre, mais c'est pour ça qu'il y a des machines. Fais-le en prise neutre, c'est sûr à 99% que tu vas soit rien sentir dans l'épaule, soit beaucoup moins de douleur, avoir beaucoup moins de douleur. C'est sûr et certain. Donc dans cette position, en prise neutre, tes tendons d'un coup, ils ont tout l'espace pour coulisser librement. Et du coup, ton épaule est dans une position beaucoup plus stable et ton coude va encaisser les transferts de force de manière beaucoup plus naturelle, sans avoir des contraintes. Donc là, on a vu comment anticiper ou gérer les problèmes de coude. Là, on est sur la partie go muscu. Ceux qui ont vraiment des épicondylites avec ou tennis elbow, qu'on appelle ça, ceux qui font des sports de raquettes, ça c'est... Vous pouvez utiliser les mêmes techniques, le manchon, si vous faites du renforcement à côté, prise neutre, etc. Il va falloir faire vraiment de la kinésithérapie, thérapie manuelle, un peu plus poussée, un peu plus longue. Et j'en connais chez qui ça dure longtemps. Il faut faire du dry needling, il faut faire il faut faire des ondes de choc, il faut faire vraiment... Il faut faire du thrall. Il y a vraiment tout qui doit être essayé pour régler ce truc. Le problème, c'est que même si, avec toutes les thérapies manuelles que tu vas faire, tu soulages la douleur, tu règles temporairement le truc, si à chaque fois ton mouvement de base est mal exécuté, ça va revenir. Trouve la source, ne reproduis plus l'erreur qui va créer cette douleur. Par exemple, si tu vois qu'à chaque fois que tu fais un développé couché à la barre, tu as mal à l'épaule, frérot, c'est pas grave. T'as vu? Pour le moment, mets de côté cette pratique de développé couché en prise pronation. Soigne-toi, passe en prise neutre, renforce ta coiffe, soulage un peu ton coude si tu as mal au coude à cause de ce conflit. Et ensuite, une fois que tu es plus bulletproof et renforcé, ok, là tu peux repasser doucement à la pronation parce que tu vas plus reproduire les mêmes erreurs. Et du coup, là on passe au sujet 5. Donc on a vu les problèmes de coude. Maintenant on va voir les problèmes de l'épaule. Et ça c'est une autre histoire les amis. L'épaule c'est vraiment l'articulation, le groupe articulaire le plus complexe et le plus fragile chez l'homme. Ça, tous les professionnels de santé sont d'accord là-dessus. Il faut faire attention et vraiment la meilleure médecine, c'est la prévention. Une fois que le mal est en place, ne serait-ce que juste une petite tendinopathie, moi je préfère dire tendinite, de la vieille école, du supra ou de l'infra, comme j'ai dit, hein, tu peux en avoir pour 2 semaines, comme tu peux en avoir pour 6 mois, 1 an. Vraiment. La base anatomique de l'épaule. L'épaule est composée de muscles superficiels et de muscles profonds. Les muscles superficiels, contrairement à ce que le mot peut laisser présager, c'est delto antérieur, latéral et postérieur. Donc c'est vraiment les plus gros muscles, ceux que tu vois en premier. Ça, c'est les muscles superficiels. Ensuite, tu as les muscles profonds, qu'on appelle la coiffe du rotateur. La coiffe du rotateur, ce n'est pas un seul muscle. La coiffe du rotateur est composée de 4 petits muscles. Tu as le supraépineux, l'infraépineux, le petit rond et le subscapulaire. Ce sont 4 petits muscles profonds. Le but de la coiffe, le but de ces 4 petits muscles profonds, c'est de maintenir la tête de l'humérus dans ce qu'on appelle la glène humérale. Dans la glène humérale. C'est de maintenir l'articulation de l'épaule stable. Le problème est dû majoritairement à l'espace entre la tête de l'humérus et l'acromion. Dans cet espace qui est vraiment très petit, et comme on l'a vu dans le sujet précédent, quand tu te mets en pronation, tu réduis encore plus l'espace. Dans cet espace qui est vraiment très petit, très fin, qui devient encore plus petit lorsque tu passes en pronation, comme on l'a vu précédemment, eh bien ici en fait passe le tendon d'un des muscles profonds de l'épaule les plus importants, celui du supraépineux. D'où l'importance de maîtriser vraiment chaque mouvement. Quand on dit rétracte l'omoplate, soit stable, soit gainé, adapte à ta morphologie, pronation, pas pronation, prise neutre, etc. Il suffit que ton mouvement
tu ne le maîtrises pas, il soit mal fait, répétition après répétition, des centaines de fois, tu crées une inflammation. Tubercule majeur, c'est vraiment la tête de l'humérus, va venir frotter ce tendon. Frotter à répétition, une fois, deux fois, des centaines de fois. Tu vas du coup obtenir une inflammation de ce tendon, du supraépineux. C'est ce qu'on appelle le conflit sous-acromial. Si tu ne traites pas rapidement cette pathologie, ça peut vraiment partir en couille. Tu peux avoir une rupture partielle, voire une rupture totale, parce qu'en fait, tu continues à frotter, et de rupture partielle, rupture totale d'un tendon de la coiffe, tu es dans la merde. Donc du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce que je vais dire est valable pour chaque exercice, qu'il soit important, pas important. Maîtrise le mouvement. Là, sur une FAQ, je peux pas expliquer comment bien faire une élévation latérale ou un développé couché ou développé militaire. Juste maîtrise-le. D'ailleurs, j'ai fait des vidéos dessus. Premier truc, maîtrise le mouvement. Chaque étape. Si tu n'as pas envie de regarder mes vidéos, prends le livre de Lavier, ou prends un bon coach, ou prends le temps de regarder des vidéos sur Internet, par ma chaîne si tu veux, qui montrent comment bien faire chaque étape pour chaque mouvement de musculation. Quand on s'inscrit dans une salle, ce qui compte, c'est les frais d'inscription, ton RIB. Il n'y a même plus besoin de certificat médical comme à l'époque. Personne ne s'assure que tu t'entraînes bien. La serviette MDR, il n'y a même pas besoin. Voilà, vous êtes juste des vaches à lait. Il n'y a personne qui va faire le travail de savoir comment bien s'entraîner pour vous, à votre place. C'est vous qui devez le faire, c'est votre responsabilité. Au-delà de l'aspect esthétique, c'est votre santé, les amis. Vraiment, une tendinite de l'épaule, c'est une catastrophe. Alors, si en plus de ça, tu as d'autres blessures, plus tu chopes une diarrhée, voilà, ta vie, elle est foutue. C'est très dur. Vraiment maîtriser les fondamentaux, comment bien exécuter un mouvement. Ensuite, hyper important, hyper sous-estimé, j'espère que les gens vont comprendre petit à petit, malheureusement, on le comprend trop tard quand on est blessé, c'est l'équilibre des forces. Renforce, travaille, mais peut-être pas la même intensité, mais la même pensée, la même envie, détermination psychique sur les muscles que tu ne vois pas. Là, par exemple, sur l'épaule, on parle de la coiffe des rotateurs. Je ne vais pas citer les exercices pour renforcer la coiffe des rotateurs, une vidéo YouTube dessus ou la prochaine, ou celle qui est avant cette FAQ ou celle qui est après cette FAQ, je vous montre comment faire. Rotation externe à la poulie, léger, propre, matraque. Tu vois, tous les exos que tu fais en rééducation chez le kiné, tu les matraques. Tu renforces la coiffe, tu renforces de manière isolée le petit rond, le supra. C'est valable pour tout, hein. Les articulations du genou, du dos. Les muscles que tu ne vois pas, tu les renforces. Rendre fort. Très bien. Et dernier point, adapte les exercices à ta morphologie. Chez certaines personnes, c'est rare, mais pas si rare que ça. Les radiologues vous diront ça, ou les chirurgiens spécialistes du membre supérieur. L'acromion peut avoir une forme plus crochue que chez d'autres. C'est-à-dire que ta probabilité de créer du frottement, et donc de l'inflammation, et donc de l'usure, et donc peut-être même une déchirure des tendons, est plus élevée. Le développé couché, lourd, en pronation, n'est pas fait pour toi. D'autres exercices, des millions, milliards même d'exercices existent pour travailler les pectoraux, adapte à ta morphologie. Encore une fois, c'est un exemple, mais adapte vraiment à ta morphologie. Donc oui, tu ne vas pas aller, comme une prise de sang, faire une radiologie de ton épaule ou un scanner 3D de ton épaule juste pour voir si tu as l'acromion crochu, pas crochu. Ça ne se fait pas comme ça non plus, hein. Et en France, en plus, c'est très compliqué d'avoir des imageries médicales. Mais si tu vois que tu as des soucis à l'épaule, que je viens de dénoncer, et que avec des exercices basiques de renforcement de la coiffe, plus tu mets les crèmes, plus la rééducation, etc., ça passe pas, tu peux investiguer sur cette partie d'acromion crochu, comme on est, et peut-être que tu fais partie de ces cas. Mais vraiment, le message de cette partie, c'est adapte à ta morphologie. Donc là, on descend d'un cran au niveau anatomie, on passe au genou. Alors, je sais que ça ne concerne pas beaucoup d'entre vous, parce que le leg day est négligé. Non, je rigole. Eh bien, les gars, il faut bosser les jambes.
Et on peut bosser les jambes, pas uniquement à la salle. Hein. N'oubliez pas, les amis, que vous pouvez avoir des jambes extraordinaires en faisant du sprint ou du vélo. C'est véridique. Le classique au niveau du genou, c'est quand tu te plies, quand tu t'assois. Par exemple, tu t'assois sur une chaise, tu t'assois sur la cuvette, tu t'assois pour aller dans le métro. Tu as une douleur qui est forte, qui est aiguë, qui s'installe autour de la rotule. 9 fois sur 10, c'est ce qu'on appelle le syndrome rotulien ou fémoro-patellaire. C'est vraiment le classique. Tu vas voir que tu parles à un kiné, tu as un pote kiné ostéopathe, il va te dire 8-9 cas sur 10, les problèmes de genoux, c'est ça. Et quand je dis problème de genoux, je ne te parle pas de ceux qui ont eu ACL, là, rupture des ligaments croisés, etc. Je te parle de gars qui vient comme à l'épaule, j'ai mal à l'épaule, j'ai mal au genou, tu vois. Pas un accident, pas un truc grave. 9 fois sur 10, c'est le syndrome fémoro-patellaire. Alors pourquoi 9 fois sur 10, c'est le syndrome fémoro-patellaire ou le syndrome rotulien? T'expliquer pourquoi. Là, pour le genou, je pense, pendant que je vous explique, je vais essayer de trouver... soit je vais faire la vidéo moi-même avec l'IA, soit je vais trouver une vidéo d'anatomie qui existe sur YouTube. Comme ça, vous voyez en même temps l'anatomie du genou, de la rotule, et vous allez mieux comprendre. Si vous m'écoutez, là, c'est un peu plus compliqué que l'épaule. L'épaule, il y avait juste humérus, muscle profond et muscle superficiel, là, acromion. Là, sur le genou, c'est un peu plus compliqué parce que le genou, vraiment, il est pris en sandwich entre la cheville et la hanche. Il y a trop de choses qui interviennent, c'est un peu plus complexe. Donc, le cœur du problème dans ces histoires de blessures, de douleurs du genou, c'est la biomécanique de la rotule. La rotule, c'est un petit os qui est logé dans le tendon de ton quadriceps. Donc, quand vous vous souvenez, tout à l'heure, quand j'ai dit mon pote au resto, il a dit j'ai mal au genou, je lui ai pincé le vaste interne de son quadriceps, il a crié. Voilà. La rotule vraiment est logée dans le tendon de ton quadriceps. Quand tu plies et quand tu tends la jambe, la rotule doit coulisser de manière parfaite, comme sur une sorte de rail à l'extrémité de ton fémur. Généralement, la douleur apparaît quand ce coulissement ne se fait pas correctement. Donc en gros, la rotule, elle déraille et vient frotter contre les bords du rail, ce qui va irriter les cartilages juste en dessous. Alors le problème, c'est que il faut comprendre d'où vient, qu'est-ce qui fait dérailler ta rotule. Et bien, généralement, c'est un déséquilibre de traction. Donc, tu as le quadriceps qui tire vers le haut, mais il est composé de plusieurs chefs, 4. Si la partie externe de ton quadriceps, le vaste externe, est trop tendu et trop fort, il va tirer sur la rotule vers l'extérieur. Si en même temps la partie interne de ton quadriceps, donc le vaste interne, qui est le seul à pouvoir contrer cette traction, est trop faible, la rotule va partir systématiquement sur le côté. Donc là, on va essayer encore de monter d'un étage parce que c'est pas si logique que ça. On n'arrive pas vraiment à comprendre comment ce déséquilibre de force peut se créer entre vaste interne et vaste externe. Donc, le muscle qui contrôle la position de ton fémur et du coup qui empêche ton genou de rentrer vers l'intérieur, ce qu'on appelle le valgus du genou, c'est le moyen fessier. Si ton moyen fessier est faible, à chaque fois que tu squattes, à chaque fois que tu fais une fente, ton fémur va partir en rotation interne et ton genou va plonger vers l'intérieur. C'est super simple. Vous vous souvenez dans la vidéo précédente, je vous avais dit à un élève qui voulait faire l'Aerox, qui voulait faire le marathon, hypertrophie, améliorer son squat, améliorer son développé couché, boire de l'alcool tous les soirs, etc. Véridique, hein, l'alcool. C'était du vin même, pour être précis, tous les soirs, nanani, qui avait l'Apple Watch Ultra et la Whoop, des trucs de ouf. Bon, il est vraiment le malin. Je crois que c'est le premier coaching. J'en ai fait plusieurs avec lui, ouais, j'ai une patience de ouf. Mais très sympa, genre j'aurais pu vraiment être pote avec lui, mais c'était pas son truc. Bref. Je lui dis, alors, assieds-toi sur un banc, et tu lèves une jambe, et tu te mets debout, juste avec une jambe. Et quand tu te rassois, juste tu ralentis, tu amortis la descente. Hop, jambe droite, hop, jambe gauche. Je dis, voilà. Tu me dis, tu veux faire ci, ça, 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 ça. Notamment améliorer ton PR au squat. Plus l'Aerox, marathon long, machin, tout ça, faire des performances. Ton moyen fessier, c'est pas qu'il est faible, c'est qu'il est inexistant. Donc on va tout de suite le renforcer de manière urgente
Et je lui ai expliqué pourquoi. Je lui ai expliqué quasiment ce que je viens de vous dire et ce que je vais vous dire encore. Donc, en live. Ce genre de personne, si tu ne lui expliques pas les choses, va avoir du mal à t'écouter et mettre en pratique. Comment faire pour avoir des genoux en bonne santé et éviter ce problème fémoro-patellaire ou peut-être même d'autres problèmes de pathologie du genou? Tu as 4-5 solutions. La première solution, c'est la plus simple, c'est de renforcer les fessiers, surtout le moyen fessier. Abduction sur la machine, hip thrust, fente, travailler sur l'excentrique, travailler l'isométrie, travailler sur la boule Bosu. Faites comme vous voulez, les gars, prenez le temps de chercher. Ayez des moyens fessiers ultra forts, déjà. Ensuite, pour équilibrer les forces entre vaste externe, qui est toujours plus fort que le vaste interne, renforcez le vaste interne sur le leg extension, sur la partie contraction quand la jambe est levée, le genou est bien tendu. Je crois qu'on dit ça. J'arrive pas, je suis fatigué. Bien tendu. Renforcez le vaste interne. L'isométrie, c'est excellent. Contrôler et lutter sur la phase excentrique, c'est encore plus excellent. Là, n'hésitez pas à reproduire des exercices de réathlétisation et de kiné. Le vaste interne, c'est vraiment un petit muscle. Le moyen fessier, c'est aussi un petit muscle. Le moyen fessier, dans la biomécanique, dans l'anatomie, dans la physiologie du sport, c'est un muscle stabilisateur. C'est son premier rôle, c'est sa première fonction. Ensuite, maîtrise ta technique, améliore ta technique. Valable, comme j'ai dit, sur tous les exercices de chaque groupe musculaire. Renforce la mobilité de ta cheville. Donc c'est propre à chacun. T'en as, ils ont une mobilité de cheville malgré des fractures et des entorses à répétition. Top. Il y en a au contraire, vraiment, tu vas leur dire, mets-toi en position toilette turque. Ils vont pas réussir à mettre les chevilles à plat. Alors que si, tu vois, tu les pousses un petit peu, tu leur dis, mets-toi en toilette turque, mais avec tes mains, tiens-toi à moi. Là, en étant un petit peu en arrière, les chevilles vont être à plat. Ils sont capables, mais ils ne sont pas capables. C'est un travail à faire et ça joue indirectement sur les genoux. Et après, tu as l'exercice vraiment de renforcement du tendon de genou aux élastiques. Ça, c'est soit dans ma vidéo avant cette FAQ, soit dans ma vidéo après cette FAQ avec Gibran. C'est vraiment une routine hyper simple. J'ai essayé de vulgariser, mais là, normalement, coude. Vous avez compris, vous maîtrisez. Épaule, vous avez compris, vous maîtrisez. Genou, vous avez compris, vous maîtrisez. Genou, hein. Vraiment, dès que vous voyez que sur un mouvement, vous avez les genoux qui partent vers l'intérieur, il y a un souci. Il y a un souci. Il n'est pas compliqué. Traitez ce mal. Et focus dessus avant de chercher les perfs. Et vous serez bulletproof, vraiment. Vous évitez des soucis qui peuvent vous mettre sur la sellette, sur le banc pendant longtemps. Quand je suis arrivé à Dubaï et que j'ai commencé à coacher des amis d'amis connus, puis après bouche à oreille, vraiment d'autres personnes, anglais, français, de tous horizons, comme j'ai dit, hein, sportif, bodybuilder pro, juste échanger avec vraiment des compétiteurs pro, coacher des personnes. J'ai vu qui y avait comme coach et coach internationaux, j'ai vu des trucs, en fait, j'ai compris le souci. C'est que ce sont des personnes, soit avec le temps sont lassées, n'ont pas la même énergie, l'envie de coacher, ben dans ce cas-là, ne le fait pas, mais bon, l'argent, c'est l'argent. Soit en fait, ne sont pas faites pour ça. Il y avait un bodybuilder pro. Monstre atomique. King Kong. Magnifique en plus, bête de style et tout. Plusieurs fois, je l'ai vu coacher. Quand il coach souvent des meufs. Bref. Il coach assis. Le seul truc que je le vois et l'entends faire, c'est compter. 1, 2, 3. Voilà. Il s'en fout que la meuf fasse amplitude complète, pas complète. Pas complète. Contrôle de l'excentrique, pas contrôle de l'excentrique. Il s'en fout. Donc j'ai compris pourquoi, en fait, j'étais vite demandé, parce que j'étais putain d'impliqué. Le mec, je le regardais, j'arrivais, je voyais, bon, mets-toi de dos, ok, mets-toi de face, fais rien, je vois déjà déséquilibre.
ton trapèze gauche, prend le dessus sur le trapèze droit, ça veut dire forcément que sur tes mouvements d'épaule, il y a un truc qui ne va pas. Fais tes élévations. Ok, élévation, tu commences comme ça. Ça ne va pas. Donc voilà, ce qu'on va faire, c'est que fais élévation, les deux bras en même temps, fais élévation latérale de manière unilatérale. Tu vas voir, tu le ressenti. Ok, bah quand tu fais unilatéral, tu vois que tu ne compenses pas, etc., etc. On va voir ton kiné. Ensuite, on va voir la coiffe des rotateurs. On va voir la mobilité. Ici, tu arrives bien à aller en arrière. Ici, tu es bloqué ici. Donc, Trop impliqué. Trop impliqué. Donc, c'est pour ça que j'ai eu beaucoup de demandes. Et après, j'étais déçu par chaque client, chaque élève. Je me suis dit, c'est bon, c'est pas pour moi, mais j'ai appris beaucoup de choses. Ce qu'il faut retenir de cet aparté, ou vraiment dans cette vidéo, je raconte ma life, mais bon, ça sert à ça aussi, ce genre de vidéo. Je m'ouvre à vous, je partage avec vous. Il y a un proverbe turc qui dit « Lorsque le clown entre dans le palace, cela ne fait pas de lui un roi, c'est le palace qui devient un cirque. » On arrive sur le dernier sujet de biomécanique. Après, il y en a encore un ou deux de métabolisme ou d'hormones, je crois. C'est le mal de dos. Comment protéger sa colonne? Comment protéger ses spinaux? Les bases de la posture, la prévention des hernies. Je ne dis pas que je vais guérir des hernies. Un jour, j'ai fait une vidéo sur routine de comment soulager les douleurs de hernie et de sciatique, qui est véridique. Ce n'est pas moi qui ai inventé ces mouvements. Ce sont des kinés ostéopathes. Je me suis fait enculer, comme d'habitude. Mais pas moi qui l'invente. Donc, si tu n'as pas connu cette douleur, tant mieux. Si tu l'as connue, tu vas te reconnaître tout de suite. Sur un mouvement de dos, deadlift, rowing, ou sur un squat, ou même juste sur un mouvement basique où tu te penches, si tu as déjà senti un pincement, une décharge électrique, que tu as vraiment fait froid dans le dos, et tu as mis en vape pendant une demi-seconde, tu es concerné. Et je suis désolé pour toi. Donc tu as eu ce qu'on appelle une hernie discale. Je vais expliquer ce que c'est hernie discale très simplement et expliquer comment est composée la colonne vertébrale, le bas du dos, comment renforcer tout ça. Ton bas du dos, la colonne lombaire, il n'est pas fait pour bouger sous une charge lourde, vraiment. Sa force et son essence résident dans sa stabilité. Il doit rester dans une position neutre et la douleur, généralement, elle apparaît lorsque sous la charge, ta colonne s'arrondit. Cet arrondissement lutte contre l'essence de la colonne lombaire, qui est la stabilité, met une pression énorme sur ce qu'on appelle tes disques intervertébraux. Exemple, tu fais un squat, lourd, moyen lourd, tu vois que ton dos s'arrondit, tu commences au bout de 2 séries, et en fait, ok, tu as les jambes un petit peu pump, mais tu as aussi une congestion, une douleur au bas du dos. Pourquoi? Comme je t'ai dit, c'est la charge où ton dos s'arrondit qui va créer cette douleur. Comment éviter ça? Le premier truc, c'est vraiment une technique toute bête, toute conne. Je vous jure que si vous le faites sur un squat, même un squat lourd, vous n'avez même pas besoin de ceinture. C'est le gainage intra-abdominal. En inspirant, en bloquant l'air, en gainant, en contractant les abdos, les obliques, les muscles profonds, etc., tu crées ce qu'on appelle un espèce d'airbag qui se place devant la colonne vertébrale et qui réduit le stress de compression des disques intervertébraux. Et en fait, tu es quasiment bulletproof sur un mouvement où, même avec ou sans cette technique et même avec une ceinture qui coûte super cher, tu aurais mal au dos. Donc c'est vraiment, prenez le temps sur chaque répétition au squat, tu bloques, t'envoies. Et après, tu recommences, tu bloques, t'envoies. Quitte à mettre plus de temps sur ta série au squat, mais là, tu es vraiment sécurité maximale. La deuxième technique, c'est vraiment de maîtriser le mouvement et de te dire que, donc là, sur un squat, ce qui fait le mouvement, c'est pas le bas du dos, c'est les hanches. Le mouvement, il est initié par une flexion, une extension des hanches, qui va utiliser les muscles les plus puissants du corps, la chaîne postérieure, les fessiers et les ischios. Pas du tout le bas du dos ou le dos tout court. Donc la maîtrise, encore une fois, du mouvement, là on n'est pas sur un coucher, on est sur un squat, hip thrust, c'est de savoir d'où part le mouvement part des hanches, maîtrise le mouvement des hanches. Le dos ne doit pas être un moteur principal lors de l'exécution de ce mouvement. C'est la chaîne postérieure, les
fessiers, les ischios, rien d'autre. On a ensuite un cas particulier très très présent chez ceux qui viennent d'Afrique et les orientaux, c'est la cambrure, plus précisément l'antéversion du bassin. Donc c'est le fait où tu as les fesses qui vont en arrière et le ventre qui part un petit peu en avant. Chez les femmes, c'est sexy, il n'y a pas de problème, c'est pas niveau santé, c'est pas bon. Chez les hommes, tu peux être hyper musclé, hyper sec, tu as le ventre qui va aller en avant, tu as le bas du dos qui est creusé et comme si tu avais la bedaine du bobo parisien qui boit de la bière tous les jours. Ça, c'est pas bon et c'est surtout pas bien niveau santé. Donc, niveau biomécanique, qu'est-ce qui fait que ton ventre est poussé vers l'avant? Donc, cette antéversion du bassin, c'est une position où ton bassin est basculé en avant, ce qui accentue la courbure de tes lombaires et qui pousse ton ventre en avant. C'est encore une fois, comme on a vu sur le genou, le résultat d'un déséquilibre. Tes fléchisseurs de hanche et ton bas du dos sont trop tendus. A contrario, tes fessiers et tes abdominaux, notamment les muscles profonds des abdominaux, sont trop faibles. Donc encore une fois, bizarrement, comme pour les épaules, renforce les muscles que tu ne vois pas. Fessiers, je parle pour les garçons, les filles, vous faites les fessiers 14 fois par jour, 8 fois par semaine. Renforce tes fessiers, renforce tes muscles profonds des abdominaux. On en vient tout de suite. Dans le cas de cette cambrure hyper prononcée, qu'on appelle antéversion du bassin, j'ai pas envie de dire impossible, mais c'est très compliqué lors d'un mouvement d'utiliser les fessiers. C'est vraiment le bas du dos qui va travailler alors qu'il ne doit pas travailler. Donc maintenant que tu as compris ces bases sur le bas du dos, le mouvement de la chaîne postérieure et des jambes, on va parler un petit peu plus en profondeur de l'hernie discale et de la sciatique. Grâce à ces deux pathologies très fréquentes, j'espère que tu n'as pas eu ou que tu n'auras jamais, tu vas vraiment comprendre tout sur le bas du corps. Donc déjà, pour comprendre l'hernie discale, vois tes vertèbres comme un empilement de briques. Entre chaque brique, tu as un coussin moelleux, coussin amortisseur, appelle-le comme tu veux, qu'on appelle dans le jargon disque intervertébral. Ce disque, entre les vertèbres, il a un noyau extérieur très solide, très fibreux, et un noyau intérieur plus mou, plus gélatineux. Quand tu fais un mouvement avec charge où tu arrondis le dos, tu pinces l'avant des vertèbres. Ok, jusqu'à là tu me suis. Donc cette pression va chasser le noyau interne, le noyau gélatineux, vers le noyau externe, le noyau solide et fibreux. Si la pression est trop forte ou si tu répètes ce mouvement, donc ce mauvais mouvement, trop de fois, ce noyau peut se briser. Je vais essayer, comme pour le genou, de vous mettre un schéma ou une vidéo. Ça va être plus simple, parce que le fait qu'il y ait deux anneaux sur juste un disque qui est entre des vertèbres, ça peut être un peu compliqué. Je vais trouver ça, bougez pas. Pour le disque intervertébral, quel est le mouvement le plus dangereux? C'est la flexion lombaire sous charge. C'est le fait d'arrondir le bas du dos en soulevant une charge, en soulevant un poids, même si des fois c'est lourd et même si des fois c'est léger. C'est là que tu vas avoir le pincement, c'est la fois de trop. Quand tu fais ça, tu pinces l'avant de tes vertèbres et cette pression va chasser le noyau gélatineux vers l'arrière contre l'anneau fibreux. Si la pression elle est trop forte, ou si tu répètes ce mauvais mouvement des milliers de fois, l'anneau il peut se fissurer et une partie du noyau gélatineux va s'échapper et va sortir de son logement. Ça, c'est ce qu'on appelle l'hernie discale. On a l'autre pathologie qui est pas mal plus grave, c'est la sciatique. Donc juste derrière ces disques qu'on vient de voir, tu as des racines nerveuses qui partent de ta moelle épinière qui forment le nerf sciatique. Le nerf sciatique, c'est simple, c'est le plus gros nerf et le plus long nerf de ton corps qui descend jusque ta fesse et ta jambe. C'est pour ça que ceux qui ont une sciatique ont des douleurs jusqu'à vraiment la fesse et pour les plus graves jusqu'au bas de la fesse, le début de la jambe. Ça, c'est un cas de sciatique un peu chaud. Donc pourquoi je parle de la sciatique avant d'avoir parlé de l'hernie discale? Parce que les deux sont liés. Sur les imageries médicales, tu vois vraiment l'hernie discale, tu vois le disque qui sort donc, et qui vient toucher, compresser le nerf sciatique. Donc c'est cette inflammation
qui vient irradier vraiment tout le nerf. Ça peut aller vraiment juste du bas du dos, pas plus que ça, vraiment jusqu'au au bas de la fesse. Donc c'est provoqué par l'hernie discale qui vient frotter, toucher le nerf sciatique. Comment, je ne vais pas dire soigner ça, parce que comment déjà éviter l'hernie discale et éviter la sciatique? C'est maîtriser le mouvement, encore une fois, c'est la technique. Fais en sorte que lors d'un mouvement de la chaîne postérieure, du bas du corps, squat, c'est les hanches qui travaillent, c'est pas ton bas du dos. À partir du moment où tu sens ton bas du dos, c'est que le mouvement il est mal fait. Alors peut-être que tu vas finir ta séance, au moment d'arriver dans les vestiaires, dans ta voiture, tu n'auras plus mal au dos, top. Arriver à plusieurs années de musculation, des mouvements mal répétés, des mauvaises habitudes, un jour tu auras mal dormi, tu ne seras pas assez hydraté, tu seras stressé. La plupart des blessures viennent quand on est stressé. Pas bien dans ta vie, boum, terminé pour toi. La civière, Johan Gourcuff, fin de carrière. Veille à ce que ton dos ne soit pas arrondi lors d'un mouvement dos ou bas du dos. C'est vraiment cette pression sur un dos arrondi qui crée les pathologies du dos. Juste déjà surveille ça et tu t'évites beaucoup de maux, beaucoup de problèmes. Ensuite, te renforcer. Comme pour l'épaule, tu dois renforcer, on est sur du renforcement musculaire, les gars, c'est pas que du body, renforcer les muscles stabilisateurs. Quels sont les muscles stabilisateurs pour t'éviter les hernies discales? Je vais te mettre 3-4 exos que je pense que chaque kiné, ouais, c'est vraiment les kinés qui font ça, chaque kiné met en place dans la rééducation, réathlétisation des personnes qui ont des hernies et des sciatiques. Une fois que vraiment l'inflammation est calmée, la douleur est soulagée et que tu peux travailler. Alors j'espère qu'on t'a pas mis de corticoïdes. Ce serait pas top, mais une fois que l'inflammation elle est travaillée, que ce soit sur l'épaule ou que ce soit sur le bas du dos, là tu peux commencer à renforcer les muscles stabilisateurs. Donc je te mets 3-4 exercices. Le premier, c'est vraiment le basique, c'est pour les débutants, on va dire, le truc qui te prend 5 minutes par jour au maximum tous les 2 jours, la planche statique. Planche statique avec rétroversion du bassin, tu vois, pour éviter, pour ceux qui sont cambrés. Tranquille, là tu travailles les muscles profonds, c'est déjà mieux que rien. Ensuite, tu as ce qu'on appelle le McGill Big 3, Big 3. C'est un gars, je crois que c'est un docteur qui a inventé ces 3 exercices, spécialiste en rhumatologie, de sciatique et de hernie discale. Vraiment, les exercices, les amis, je vais les mettre en parallèle ici, en animation. Ils sont top. Faites-les. Surtout si vous avez des cambrures et vous commencez à prendre de l'âge, faites-les. Incorporez-les. Vraiment, si votre emploi du temps est chargé, que du coup vous êtes là, non, j'ai vraiment 1h15 pour mes muscles, frère, s'il te plaît, enlève 5-7 minutes d'hypertrophie, ok, et place cette routine de renforcement articulaire, s'il te plaît, pour t'éviter des blessures. Parce que ton 1h15, c'est cool, mais si tu es blessé 6 mois, tu vas regretter de ne pas avoir mis ces 5 minutes par jour. Ok? Exercice 1. Le McGill Curl Up. Renforce le grand droit, il est super. Ensuite, tu as la planche latérale. Généralement, on ne le fait pas trop parce que c'est un peu dur, un peu stressant, mais c'est vraiment le top exo qui renforce le carré des lombes qui est très souvent négligé. Si tu le fais pas, c'est pas trop grave. Hein, si tu fais vraiment 1 ou 2, 3 des exercices et la planche statique, encore mieux si c'est dynamique. Mais vraiment, incorpore ça, vois ça aussi important qu'un développé couché ou que ton squat. Et ensuite, tu as le bird dog. Super exo. Au début, c'est un petit peu dur parce que c'est un travail de coordination. Mais une fois que tu le maîtrises, ton corps te le rendra. Et je t'assure que c'est grâce à ces 3-4 mouvements cons que tu vas moins appréhender ton squat et tu vas même être meilleur sur ton squat. Alors, je ne t'encourage pas à faire du squat lourd ou plus lourd, mais ça peut te motiver à faire ces 3-4 exercices de renforcement. Top. Après, tu as les mouvements de
Soulagement, décompression, peut-être j'ai pas envie d'en parler, je vais me faire allumer. Mais t'as trouvé sur YouTube, hein, soulager sciatic pain relief sur YouTube. J'ai même déjà fait un réel sur mon Instagram, hein. C'est vraiment des mouvements qui marchent. Mouvement de décompression, ça marche. Se tenir tendu sur une barre. Ou t'as aussi le Superman, vraiment. Ce sont des exercices incroyables qui te rendent littéralement bulletproof. Perso, je sens la différence entre quand je fais ces routines et quand je lâche l'affaire. Quand je fais ces routines, mon squat, vraiment, mon dos, il est droit. Déjà, ma cambrure n'a rien à voir, parce que je suis très cambré. Ma cambrure n'a rien à voir. Esthétiquement, mon ventre, top. Vraiment. Prince of Persia, quand je fais ces trucs. Mon ventre ne part moins en avant, mon squat, il est énervé. Il suffit que j'oublie 2-3 semaines ces mouvements de renforcement de bulletproof du bas du dos. Je passe de Prince of Persia à Charlie à la chocolaterie. Le ventre part en avant, même avec ma mère, on a pris l'ascenseur il y a un mois ensemble. Petit ascenseur parisien collé. Ma mère, elle fait comme ça, elle me touche mon ventre, elle fait c'est quoi ça? T'as grossi ou quoi? Je dis non. Et je me mets de profil, elle voit. Je dis ouais, je fais plus de muscu là. Donc bon, je lui dis merci pour la génétique. De rien, mon fils. Donc voilà. On termine sur un sujet. Donc ça, c'est une question. Le gars, il m'a posé la question sur Instagram. Et c'est vrai qu'on m'a posé la question plusieurs fois ces derniers mois sur Instagram. Alors, est-ce que 200 mg de testostérone exogène, hein, d'injection par semaine, c'est suffisant pour une TRT? Donc déjà, dans la question, il n'y a rien qui va. Quid de l'enclomifène? Clomifène, encore une fois, c'est vraiment les trucs que vous voyez sur TikTok. Les mecs qui veulent faire une TRT sans s'injecter avec un truc que tu prends, mais ils ne savent pas ce que c'est. Mais vu que les Américains, ils sont en avance, ils ont plus d'autorisation, etc., etc., vous croyez que c'est top. Donc, là, je préfère me défendre, hein. Tout ce que je dis là, c'est à titre informatif. Je ne suis pas un médecin. Toute décision doit être encadrée par un professionnel, s'il vous plaît. Commencez pas à faire les cons, ne mettez rien sur ma responsabilité. Je suis juste en train de vous expliquer les choses. C'est à titre informatif, éducatif. Donc déjà, la question de est-ce que 200 mg de testostérone, c'est suffisant pour une TRT, relève de l'incompréhension de chaque, même pas terme, de chaque lettre qui est utilisée dans cette question. TRT, ça veut dire thérapie de remplacement de testostérone. Je te le dis même en anglais, c'est Testosterone Replacement Therapy. Remplacement. T'as vu? On veut remplacer ton taux naturel de testostérone, que ton corps n'arrive pas à produire pour X ou Y raison, par une arrivée exogène extérieure. On remplace. On va pas remplacer ta Clio, elle tombe en panne, tu vas voir le garage, tu vas pas ressortir avec une Aventador ou un Range Rover Sport. Il va te passer une 208, un truc équivalent à un remplacement. Tu as compris l'analogie? C'est la même chose. 200 mg de testostérone exogène, c'est considéré comme une cure. Ok? Donc une cure n'est pas une TRT. Et on te met sous TRT quand vraiment on a identifié un vrai problème, une pathologie, peut-être même une maladie où on s'en fout. Généralement, c'est l'hypogonadisme. C'est ton corps qui n'est pas capable de produire naturellement lui-même suffisamment de testostérone. Top. On en revient encore une fois aux fondamentaux, comprendre comment la testostérone est produite par le corps. Je crois que c'est cours de seconde ou première S. À l'époque, c'était S scientifique. Je ne sais pas c'est quoi maintenant. J'ai aucune idée de ce qu'ils font maintenant au lycée. Donc il faut d'abord comprendre l'axe hypothalamo-hypophyso-gonadique, HPG. C'est simplement le système de communication entre ton cerveau et tes testicules. Donc l'hypothalamus envoie un signal, on appelle GNRH, à l'hypophyse, et l'hypophyse envoie un signal aux testicules, la LH, qui va leur dire STP produit de la testostérone. Quand on t'injecte de la testostérone, ton corps via un feedback négatif
va arrêter sa production naturelle de testostérone. Déjà. Ensuite, nombre de fois où j'ai même pas parlé. On est venu me parler de cure. H, en ce moment, ça va pas trop, j'arrive pas à prendre, je sais pas pourquoi. Tu prends quoi? Je prends de la testo, je prends de la Susta et je prends un autre truc. Troisième truc au hasard. Je dis, t'es au courant que Susta, c'est de la testo? Il dit, ah ouais? Là, je lui explique, comme je vous explique. On injecte de la testostérone qu'on attache ou qu'on rattache à un ester. Un ester, c'est juste une chaîne de carbone qui ralentit la libération de l'hormone dans le sang. Tu as plusieurs esters. L'ester propionate, l'ester cypionate, l'ester énanthate. Tu en as encore d'autres. Là, le Susta, c'est un mélange de plusieurs esters. Le mec qui vient me voir et qui me dit j'ai de la testo et de la Susta, c'est comme si tu me disais j'ai de l'eau et de la vitelle. C'est de l'eau. Ok? Une fois dans le sang, la testostérone ne reste pas testostérone entière. Elle est convertie par deux enzymes. Tu as l'aromatase, j'ai déjà évoqué plusieurs fois sur mes vidéos YouTube, qui la transforme en un type d'œstrogène, il y a plusieurs types, en un type d'œstrogène qu'on appelle l'œstradiol. Trop d'œstradiol, c'est pas bon. Trop peu d'œstradiol, c'est pas bon. Et tu as ensuite la 5-alpha-réductase qui la transforme en DHT. Et moi, vraiment, à l'école, j'étais fan de physique-chimie, surtout de chimie. Donc, pour les geeks comme moi qui veulent savoir ce que ça veut dire 5-alpha-réductase, testostérone, c'est super simple. Cette enzyme va juste ajouter un atome d'hydrogène au carbone 5 de la molécule de testostérone, mais elle le fait sur ce qu'on appelle le dessous. Il faut voir la molécule en 3 dimensions. Tu as le dessus de la molécule qu'on appelle la phase bêta, et tu as le dessous de la molécule qu'on appelle la phase alpha. Donc elle va juste ajouter un atome d'hydrogène au carbone 5 de la molécule de testostérone dans une position alpha. Cette enzyme, 5-alpha-réductase, qui va ajouter, encore une fois, à la molécule de testostérone, à la 5e position de carbone, un atome d'hydrogène, elle va le faire sur la face alpha, donc le dessous de la molécule qu'il faut voir dans un schéma 3D. La face bêta, c'est le dessus de la molécule. Donc en le faisant sur la face alpha, elle modifie l'aspect 3D de la molécule. Ce qui va faire que la nouvelle molécule qu'on appelle DHT, très puissante, mais ça c'est un autre sujet, la nouvelle molécule DHT va s'emboîter beaucoup plus facilement sur les récepteurs androgènes, ce qui va la rendre puissante, voire beaucoup plus puissante que la testostérone, notamment sur les effets androgéniques grâce aux récepteurs androgènes. C'est à cause de ça que chez certaines personnes, la majorité des gens, sauf ceux qui ont de la chance, les effets secondaires androgéniques ne sont pas top, ce qu'on appelle la perte de cheveux. C'est là ensuite un gros sujet, peut-être que je devrais traiter un jour, sur lutter contre la DHT trop présente, que tu sois en cure ou pas en cure, pour lutter contre la calvitie, finastéride, dutastéride, les bloqueurs de DHT locaux, topicaux, etc., etc. Mais ça, c'était juste pour l'histoire chimique. Après, chaque personne a une activité enzymatique différente. 200 mg, là je prends l'exemple vraiment du gars qui m'a posé la question, 200 mg de testo, peu importe l'ester exogène, peut provoquer des effets androgéniques et anabolisants complètement différents chez un individu et chez un autre. Le seul moyen vraiment de piloter une TRT, parce que là, la question c'est, en gros, T en TRT. Le problème c'est que TRT en France, c'est souvent l'automédication. C'est un problème. Il faut aller en Suisse, tu es suivi aux États-Unis. Bref, le seul moyen de piloter une TRT, de voir si elle est OK ou pas OK, d'ajuster le dosage de la testostérone et ou d'autres choses, c'est de voir les marqueurs dans un bilan sanguin, testostérone libre, SHBG, estradiol O2, DHT, l'hématocrite, la PSA pour la prostate, le niveau de cholestérol, et j'en passe, et ce de manière régulière. Ce que j'ai vu chez certains élèves suisses, où là-bas c'est autorisé d'être sous TRT parce que tu es suivi par une clinique, ça coûte cher. Les docs, à chaque fois, vraiment, ils s'en foutaient de contrôler le niveau d'œstrogène. Donc je voyais des élèves, vraiment, ça avait le mec qui fait 72, 73 kilos,
ils lui mettent... je m'en souviens, il y en avait un, il était à 250 mg de testo par semaine. Je dis, frérot, si je peux me permettre, je n'ai pas le droit de faire ça. C'est que t'es en cure, là. T'es en cure, donc il y a un en plus, il prenait pas de gains. C'est vraiment le gars, il savait pas s'entraîner, il savait pas suivre la diète. Donc encore une fois, vraiment les fondamentaux à la poubelle. Je lui dis, est-ce que ton doc, il te parle de anti-aromatase, d'anti-oestrogène, contrôle tes niveaux d'oestrogène parce que tu es en train de développer des hanches un peu trop présentes, rétention d'eau un peu trop présente, et un début de gynécomastie, j'ai l'impression. Non. Bah, je lui dis, va faire un contrôle sur une prise de sang de tes niveaux d'estradiol 2, et au moins ton cholestérol, tu vois, et il va voir avec lui, ouais, l'estradiol, il pétait le plafond. Le médecin ne prescrivait même pas ne contrôlait même pas niveau d'oestrogène. Donc ouais, les gars, piloter par une prise de sang, encore une fois, comme pour les pathologies de l'épaule, du genou, on pilote par des imageries médicales, vous avez le droit, même s'il faut payer de sa poche, les gars, c'est pas grave, la santé avant tout. On arrive à la deuxième partie de la question, ça c'est grâce à TikTok, merci TikTok, c'est l'enclomifène. L'enclomifène, c'est un cacheton, différent vraiment de chlomide, chlomifène citrate, t'as enclomifène et chlomifène. Rien à voir. Là, on parle vraiment enclomifène. Pourquoi? Parce que c'est à la mode aux US. Les mecs, sous TRT, clinique, automédication, ils ne veulent pas s'injecter. Ils prennent l'enclomifène pour avoir, théoriquement, et chez certaines personnes, quand c'est bien piloté, bien fait, ça marche, un bon niveau physiologique de testostérone. Là, l'enclomifène, comment ça marche? C'est... Au début, j'arrivais pas à comprendre, j'y croyais pas, je parle au micro, c'est que ça se lie, c'est un lien direct et uniquement avec les oestrogènes. Je vais vous expliquer. Il agit directement dans le cerveau au niveau de l'hypophyse. Donc, on se souvient au début, l'axe hypothalamo-hypophyso-gonadique. L'enclomifène joue uniquement sur l'hypophyse. Il vient se mettre sur les récepteurs œstrogènes de l'hypophyse et il bloque ces récepteurs oestrogènes de l'hypophyse. Comme l'enclomifène bloque les récepteurs de l'hypophyse croit qu'il n'y a pas assez d'hormones en circulation. Et en réaction à cette fausse croyance, elle augmente la production, en envoyant des signaux aux testicules, de LH et de FSH, qui va augmenter la production naturelle de testostérone. C'est un truc de ouf. Donc il n'y a rien à voir avec la TRT, où c'est une injection où tu vas aller chercher des doses qui se rapprochent de doses physiologiques naturelles, supraphysiologiques, la fourchette haute. Là, c'est vraiment un cacheton qui va faire en sorte que c'est ton corps qui produit naturellement la testostérone, alors que sous injection, ton corps, il arrête. Comme il comprend, nanani, par feedback rétroactif négatif, il arrête la production naturelle de testostérone. Là, au contraire, c'est ton corps, sous enclomifène, qui produit encore plus de testo. Il y a des soucis avec ça. Il n'y a pas assez de recul, déjà. Vous qui vous posez la question, vous posez des questions sur un marché médical qui n'est pas dans votre situation géographique. Dans notre situation géographique, on regarde des vidéos d'Américains sur TikTok. Eux, ils ont accès à tout ça. Ce sont des produits pharmaceutiques, produits de qualité. Nous, on regarde ça depuis notre téléphone en France. Tu n'auras pas ces mêmes médicaments. Donc toi, si tu te mets ça dans la tête, tu vas aller essayer de chercher de l'enclomifène sur tel ou tel site. Si tu as de la chance ou des bonnes sources, tu vas peut-être trouver. Mais tu seras sous de l'automédication. D'accord? Donc quand tu voudras faire des prises de sang, de check, etc., ça va être compliqué. En cas de soucis, d'effets secondaires, il y a des troubles de la vision, ou même des fois, en fait, le dosage ne marche pas. Donc, en fait, même si tu prends tous les jours, je crois que c'est 12,5 mg, ça c'était le protocole basique quand c'est sorti, bah tu fais ça, en fait, ça marche pas. Ton corps ne produit pas de testostérone, il y a un truc qui bloque, un truc qui marche pas au niveau de l'horlogerie interne. Maintenant, les Américains, ils disent qu'il faut prendre 3 à 4 fois par semaine et pas tous les jours pour que ça marche. Donc,
Il n'y a pas assez de recul. Je ne me lancerai pas dans ça. Le jour où on aura assez de recul et ce sera facilement accessible, ouais, peut-être, c'est beaucoup plus simple et moins dangereux, je pense. Et encore là, c'est la brosse science, mais bon, que de s'injecter, moins barbare que de s'injecter une testostérone exogène. Mais en gros, ça marche comme ça, donc le mifène citrate. Vous lancez pas dedans, vous lancez pas dans ça ou autre chose. Le temps que la vidéo sorte et fasse effet, il va y avoir d'autres trucs à la mode. Là maintenant, c'est les peptides. Prochaine vidéo sera sur les peptides. Encore une fois, mon e-book Anabolic Code que j'ai commencé il y a plus de 5 ans. Il y a tout sur les peptides depuis. Et là, comme par hasard, là, quand je l'ai sorti, TikTok est inondé sur les peptides. Peptides, là, c'est au début, il y a 2-3 ans, c'était la BPC 157 et B500 pour les articulations. C'était magique, magique, magique. Encore une fois, sur le marché américain, ok, parce qu'ils ont ça dans les cliniques et laboratoires, c'est des produits qualité. Et encore, et en plus, ça coûte cher. En France, va avoir ça. La poudre qui vient de Chine, je sais pas comment elle a été transportée. Je sais pas si ça marche. Et là, maintenant, ils sont passés sur le rétatrutide, brûleur de graisse hyper magique. Là, ils commencent à voir les effets secondaires. Ça bloque la faim, donc en fait, tu mets rien dans ton corps. Donc pour que le peptide marche, il faut que tu sois sous anabo de ouf pour retenir au maximum les acides aminés musculaires et pas être en catabolisme déjà. Donc en gros, tu augmentes juste ta dose d'anabolisant pour lutter contre un effet secondaire du truc qui va juste te faire brûler plus de graisse alors que tu as juste à être très bon en diète et faire du cardio. Et là, ils sont sur le GHKCU, un dérivé de cuivre, pour la beauté, la peau, une espèce de botox naturel et les cheveux et tout. Top. Voilà, les Américains, franchement, vous ne servez à rien sur cette planète. Niquez-vous la santé, soyez les cobayes pour nous. Et on viendra prendre le bon côté de vos conneries. Comme d'habitude, merci, vraiment. Et est-ce qu'on insiste à une flemmardisation encore plus prononcée des gens à cause des peptides? Parce que maintenant, le mec, pas besoin de faire de cardio avec un peptide, il brûle du gras. Pas besoin d'aller au soleil avec un peptide, il est bronzé. Pas besoin de je sais pas quoi, il a un visage botoxé, des cheveux magnifiques, etc., etc. Donc, est-ce qu'on arrive à un autre degré de flemmardisation où les mecs, ils vont ni être en diète, ni faire du cardio, ni souffrir comme à l'époque, comme tout homme, toute femme qui a un bon mental doit souffrir? Et est-ce qu'on arrive à une époque où les compléments alimentaires vont commencer à disparaître, où les gens vont commencer à mettre leur argent sur des peptides au lieu de mettre sur des compléments alimentaires? C'est possible, c'est une hypothèse. Encore une fois, toute broscience, parce qu'on m'a traité de broscience plein de fois, alors que c'est MDR, la base de la science, c'est de la broscience. Toute étude scientifique repose sur une hypothèse qui est juste étudiée, approfondie, travaillée, mise en pratique, x fois, interprétation, observation, conclusion, fin de l'histoire. Les amis, j'espère que cette FAQ vous a plu, vous a tenu éveillé. Cette fois, j'avais la flemme de sortir mon cahier parce que il fallait que je lise 2 biais de par comment la caméra est placée pour pas qu'il y ait le reflet de la fenêtre. En plus, vous avez vu, la lumière a changé au cours de la vidéo. J'ai juste mis sur mon PC parce que je suis plus habitué à être sur le PC tout le temps. Et voilà les amis, c'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver sur ce format. Prochaine vidéo, je vais parler des peptides, c'est sûr et certain. J'attends vos questions, please, un peu précises en commentaire. Là, la dernière vidéo où j'ai parlé des brûleurs de graisse, j'ai reçu vraiment des questions. Vous en avez, enfin vous, ceux qui me posent des questions, donc rien à foutre de ce que je raconte. Il suffit que je dise ah la Yohimbine, j'adore, c'est puissant comme brûleur de graisse, ils m'envoient un message. Yohimbine est écrit avec un i. Tu conseilles quelle marque? Synéphrine, tu conseilles quelle marque? Tâchez tout. Tac, tac, tac. Le reste, rien à foutre. Posez-moi des questions. Pas sûr, tu conseilles quelle marque? Please, les gars, franchement. Parce que c'est pas mon travail. Et je vous réponds par politesse. Mais que je te donne la marque ou que je te donne pas la marque, ça ne va pas t'aider. Tout ce que je peux te dire. Sur ce, les amis, n'oubliez pas, c'est la muscu, pas que la muscu. Peace.